Les amis, tenez-vous bien, Julien renonce à son passeport français. Et officiellement. J'ai prêté serment en fait du côté panaméen. Tu es résident au Panama, tu es arrivé au Maroc, mais tu voyages avec quel passeport? Je suis rentré en tant que... Incroyable. Donc c'est mieux que Dubaï aujourd'hui en termes de fiscalité. Maintenant t'as 9% à Dubaï. Ouais. Le Panama est devenu mieux que Dubaï, effectivement. Pour toi, pourquoi c'est important d'avoir plusieurs passeports? J'avais quasi 2 millions de dollars en crypto. J'ai perdu 200 000 dollars en une nuit, comme ça. Un claquement de doigts. Ouais. Et dans quel pays t'as ouvert des comptes? J'en ai ouvert dans plus d'euros numériques. Petit à petit, les gens vont passer là-dessus et c'est une intrusion à la vie privée. C'est une monnaie programmable. Il faut que les gens comprennent bien ce qui arrive. On décide un petit peu ce dans quoi vous pouvez dépenser votre argent. T'as combien de passeports là aujourd'hui? Je réponds jamais à cette question officiellement. Julien, comment tu vas? Ça va très bien. Et T'as toi? la forme? Ouais, en Ouais. forme. Content de faire le podcast avec toi. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce siège. Avec grand plaisir. J'ai eu le plaisir de faire un podcast avec toi sur ta chaîne, qui d'ailleurs, je vous invite à aller le voir s'il est sorti avant. Je crois que tu vas publier avant. Tu penses? On verra, on en discutera. Mais j'ai peut-être deux autres vidéos avant moi, toi. j'ai presque un mois de contenu déjà Ah ouais? d'avance, ouais. Bon, ça sera avant alors. Quoi de neuf? Tu es à Marrakech? Je suis le grand retour à Marrakech après 8 ans et demi d'absence. Alors, Je suis comment venu voir un petit peu ce qui se passait. Ouais. Écoute, il y a pas mal de choses qui ont changé, d'autres qui n'ont pas changé d'ailleurs, où je retrouve très vite mes petites habitudes. Je me sens comme à la maison, comme à l'époque, parce que j'ai vécu ici 5 ans, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, il y a 8 ans et demi. Et du coup, comment tu as vu le changement entre la première fois et maintenant? Entre l'époque où je vivais là et maintenant, on sent que là déjà c'est en plein boom. Il y a une dynamique plus forte, tout ce qui est immobilier, construction, etc. On sent que ça boome bien. On sent également que, c'est pas on le sent, on s'en rend compte au quotidien, c'est que les prix ont quand même quasi doublé, voire triplé sur certaines choses entre il y a 8 ans et demi, 10 ans et maintenant. Qu'est-ce que j'ai remarqué de différent? Il y a toujours les petites adresses que j'aimais bien, les petits restaurants, etc. Mais ça a quand même changé. Il y a pas mal d'adresses malheureusement qui n'existent pas. Pour ceux qui étaient à l'époque ici, des restaurants comme Mado, Le Studio, Bistro Canaille et tout ça, c'est fini. Bon, c'est remplacé par d'autres adresses qui sont très bien, mais bon, c'est aussi les villes, c'est comme ça, les restaurants, ça tourne. Une autre chose que j'ai remarqué, ça qui m'a vraiment choqué, on va dire, c'est que l'anglais est parlé presque en premier maintenant, alors qu'avant c'était quand même le français qui était le plus parlé, et on sent qu'il y a un shift vraiment sur la nouvelle génération marocaine qui va être plus à l'aise peut-être en anglais. Je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs à l'international, c'est une langue qui est plus utilisée, donc ça les ouvre à plus de monde. En termes de touristes, ça serait une bonne chose, donc pas de souci. Non, c'est très bien, tu sais, l'anglais, vu qu'on a toujours été habitué ici au Maroc à parler que français, là, la nouvelle génération, en fait, je pense que c'est un mélange entre réseaux sociaux, tu vois, tous les créateurs de contenu qui suivent en anglophone, et c'est un peu, ça a été aussi un peu à la mode ces dernières années. Moi, je trouve aussi, comme toi, c'est peut-être aussi pour marquer une rupture avec le protectorat français qu'il y a eu ici, et c'est pour prendre encore plus une sorte d'indépendance, peut-être, c'est pour marquer encore plus cette indépendance, ouais. Bon, les amis, Julien qui est sur ma chaîne, je tenais vraiment à la voir parce que tu as une particularité, moi, que j'ai jamais vue nulle part ailleurs. C'est, les amis, tenez-vous bien, Julien renonce à son passeport français. Et officiellement. Donc, du coup, on va en parler dans les prochaines questions que j'ai pour toi et je vous laisse, je laisserai les personnes suivre le podcast pour tu puisses répondre à cette question. Mais voilà, je souhaitais t'avoir sur la chaîne parce que déjà, dans un premier temps, moi, en 2020, donc, on s'est croisés à Dubaï, au pied du Burj Khalifa, tout par hasard. Et moi, je te connaissais via tes vidéos. Je regardais tes vidéos. Tu faisais déjà des vidéos YouTube ou pas à ce moment-là? Pas du tout de vidéos. Ah non, moi, j'étais pas du tout sur YouTube. C'était une période où je venais d'arriver à Dubaï et je créais mon agence en fait sur la personal brand et sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'avait un peu marqué parce que à cette époque-là, quand je faisais un peu de e-com, les seules vidéos explicatives que je trouvais pour ouvrir des comptes à l'étranger,
pour s'expatrier, qui faisait des reviews sur plein de pays, etc. Avec toi. Ouais, j'étais un peu précurseur. Là, j'ai vu que c'est la grosse tendance là, depuis 1 an et tout le monde commence à parler d'expatriation, d'ouverture de compte à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est une passion qui me tient, qui me colle à la peau depuis un bon moment. Ouais. Et pour les personnes qui te connaissent pas de ma communauté, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu vraiment ce que tu fais là? Succinctement, j'ai commencé le business il y a à peu près, il y a plus de 13. Je suis jamais bon avec les dates, qu'on me reprenne pas là-dessus, j'en suis désolé. Mais il y a plus de 13 ans au Maroc, où on est, donc la boucle est bouclée, avec de l'hôtellerie à la base. Donc j'ai fait 5 ans. Quand je dis hôtellerie, c'était des maisons d'hôtes en fait. Et donc j'en avais une qui était la nôtre de ma famille. Et puis ensuite, j'en ai pris d'autres. J'ai fait une sorte de conciergerie Airbnb avant l'heure, puisque je parle de ça, donc il y a 13 ans. Après, ça s'est développé pas mal. Donc ça a été mon premier business. Ensuite, je suis passé sur le web parce que j'ai eu un peu ma claque du business physique et puis j'avais soif de liberté. Donc, j'ai écouté un podcast, je ne sais pas si tu l'avais écouté, c'était Nomade Digital, c'était avec Stan Leloup et Paul. Et donc, il y avait Stan qui vendait des formations, Paul qui vendait sur Amazon. J'ai commencé par vendre sur Amazon et puis après peut-être 1 an et demi d'avoir vendu sur Amazon, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube parce que le contenu en français n'était pas terrible. Tout ce que j'ai appris, moi, pour vendre sur Amazon, je le tenais des Américains. Et en français, c'était assez pauvre. Donc, j'ai commencé une chaîne YouTube qui a commencé à avoir un bon succès. Et puis, de parler uniquement de e-commerce, j'ai commencé à élargir un petit peu parce que forcément, les problématiques, elles viennent autour après du e-commerce, de comment on optimise pour en garder plus dans sa poche à la fin du mois. Et donc, j'ai parlé de fiscalité. Et donc voilà, on a la chaîne maintenant qui s'appelle Osei TV, avec au moment où on fait cette interview 156 000 abonnés, où on parle maintenant de sujets un petit peu plus larges que à sa création. Au départ, c'était vraiment que e-commerce. Maintenant, on va parler business. On peut toujours en parler, mais ça peut être aussi investissement, expatriation, passeport, compte bancaire, etc. C'est les bons sujets que je pense que ma communauté qu'on va aborder aujourd'hui. Vont aimer et qu'on va aborder. J'ai plein de questions pour toi. Donc voilà, j'étais assez multicasquette et puis à côté de ça, je suis investisseur aussi dans le privé pour moi et j'ai également un SaaS ou deux sous la main. Enfin, quand je dis un SaaS ou deux, il y en a un qui est lancé, un qui est en cours de lancement. D'accord. On peut en parler Il y en a un qui s'appelle Podly, qui est officiel. Ok, c'est quoi C'est un SaaS pour trouver des niches sur le merch, donc le print on demand. Donc je ne sais même plus comment on dit print on demand en français. L'impression sur demande sur Amazon, par exemple. Ouais. Donc c'est le fait de simplement imprimer sur le support uniquement quand c'est vendu. D'accord. Et donc ce logiciel, Podly, permet de trouver des niches sur Amazon. Voilà. Très bien. Donc, multicasquette. Mais tu as commencé, donc du coup, tu as commencé ici au Maroc en faisant de l'hôtellerie, on va dire un peu de la conciergerie. Ensuite, au moment où tu es resté combien de temps au Maroc ? En tout, je suis resté 5 ans, mais vraiment en activité, un peu plus de 4 ans. Je dis 5 ans parce que la dernière année, je faisais plein d'allers-retours. On était dans la vente de cette maison. Et après, j'ai gardé ma conciergerie, mais avec un associé local, donc j'étais plus réellement là. Voilà, 4 ans et demi, vraiment sur place à 100%. Et les 8 derniers mois, c'était des allers-retours. Vu que ta chaîne, elle s'appelle Osei TV, est-ce que tu gagnais à ce moment-là suffisamment bien ta vie ? Quand j'étais au Maroc, sur la fin, j'ai gagné, c'est public, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai gagné entre 5 et 10 000 suivant les saisons, c'est saisonnier. Après, Marrakech, c'est une bonne destination touristique parce qu'il n'y a pas tant que ça de creux. Ça va, c'est quand même pas mal par rapport à d'autres endroits dans le monde où il n'y a vraiment que 4-5 mois qui sont vraiment très cool. Là, tu as quand même 10 mois qui sont globalement bons. Donc 4-5 000 au Maroc. Entre 5 et 10 000 de toutes mes affaires réunies entre la conciergerie et mon business principal, mon riad principal. Ouais. D'accord, ok. Donc suivant les mois. Quand même bien pour le Maroc, c'était très très bien. Tu avais le temps de les spend ou pas ? Non. Et puis j'étais plutôt économe. Bah oui, je travaillais 18 heures par jour ici. Je travaillais très très dur. Je m'arrêtais pour m'endormir et je repartais. C'est pour ça que ça m'a un peu vacciné du business physique. Et puis c'est un business très demandant pour ceux qui travaillent dans l'hôtellerie. Je pense que comme la restauration, etc. Enfin, quoique la restauration, ils viennent 2 heures et ils repartent. Tes clients là, tu les as pour 3 jours. S'ils sont chiants, ils sont chiants pendant 3 jours. C'est ça le problème. Et du coup, c'est très demandant parce que Marrakech, à ce moment-là, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à ce moment-là, sur TripAdvisor, ils avaient fait un rapport comme quoi c'était la ville la plus compétitive en termes. En gros, c'était une des villes qui obtenait le plus d'avis sur les établissements, etc. Et donc, c'était vraiment la course aux commentaires et aux bons commentaires parce qu'un mauvais commentaire,
Ça te plombait tout. Te plomber tout, et il en fallait 20 ou 30 pour retourner au même endroit, tu vois. Et moi, mon affaire principale, mon riad principal, on était dans le top 50 des maisons d'hôtes à Marrakech, donc c'est une belle performance. C'est très dur d'y être. Peut-être ça dit rien à ceux qui regarderont comme ça, mais en vrai, faut s'accrocher à Marrakech pour être dans le top 50 des maisons d'hôtes. Et moi, je pense que même aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est encore pire, parce qu'il y a encore plus de monde. Et puis là, il y a des vagues d'investisseurs qui arrivent. Il y a beaucoup de riads qui sont en rénovation pour devenir des maisons d'hôtes. J'ai pas envie d'être méchant, mais je souhaite bon courage quand même aux maisons d'hôtes de demain, parce que il faut que le Maroc réussisse son pari là, de faire venir ces 30 millions de touristes qui prévoit, parce que sinon il va y avoir quand même une guerre des prix et ça risque de redescendre les prix vers le bas, sachant qu'ils ont énormément augmenté. Depuis mon époque, les prix des nuitées ont doublé, voire triplé. Donc là, c'est confortable pour ceux qui ont des maisons d'hôtes actuellement. Là, ils sont remplis à ras-bord, tout va bien. Là, c'est un très bon business actuellement, la maison d'hôtes à Marrakech. Par contre, il y a beaucoup de concurrence qui arrive. Là, c'est clair. Ça, c'est un truc à quand même à prévoir. Ouais, c'est clair. Beaucoup de concurrence, mais il y a quand même, tu vois, tu as beaucoup de personnes qui viennent s'expatrier au Maroc et qui tentent justement l'expérience conciergerie. Ouais. Et je pense que tu as quand même pas mal de choses à faire encore pour être un peu meilleur dans le marketing, etc. Il y a quand même de la place. Je vois des gens faire leur petit business et que ça fonctionne, tu vois. Ils commencent avec un ou deux biens, après ils arrivent à en gérer plusieurs. Même à reprendre des gestions. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. C'est-à-dire que pour bien que les gens comprennent, moi, j'avais ma propriété principale pendant 1 an ou 2, je sais plus au bout de combien de temps j'ai commencé la conciergerie, je dirais 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'ai fait tourner mon bien, mais après, j'ai pris la gestion d'autres biens où je prenais un pourcentage, en fait, sur le chiffre d'affaires. Donc, c'était pas mes biens personnels, mais c'était juste en gestion. Et là, je vois encore même des riads sur Booking, les photos sont pas optimisées, etc. C'est pas top. Le remplissage, il est pas au niveau où il devrait être. Un riad que je connais très bien dans mon quartier, là, ça, c'est typiquement le riad que j'aurais attaqué directement. J'aurais été voir le propriétaire, je lui aurais dit, voilà, c'est pas normal, tout le monde est plein autour de vous, votre riad, il est super, c'est juste qu'il est pas mis en valeur, les photos sont mauvaises, le management, c'est pas terrible. Voilà, on peut faire quelque chose de bien. Et voilà, je prends les rênes de votre établissement contre un pourcentage. Et c'est comme ça que j'ai procédé. Ouais. Ok, et juste pour revenir un petit peu à ce moment-là, quand tu es arrivé au Maroc, est-ce que tu avais déjà quitté la France ou est-ce que tu voulais quitter la France à ce moment-là ou en fait ça s'est mûri un peu plus après? Alors, je te raconte l'histoire. En fait, je terminais mes études et quand je dis je terminais, j'ai eu un BTS MUC, Management des unités commerciales, c'est ça? Ouais, je me rappelle pas plus, ça m'a pas beaucoup marqué. Je détestais ça, j'ai fait vraiment pour faire plaisir et je savais que c'était pas pour moi et que je voulais entreprendre. Et à ce moment-là, je l'ai fait en alternance dans le commerce de vêtements prêt-à-porter pour hommes. Et donc, avec mon oncle, on s'est dit, OK, mon oncle, il avait déjà une vision internationale et il a eu le rôle de père pour moi, mon oncle. Et il me disait, OK, bon, tu as terminé tes études, tu as appris beaucoup là, pendant les 2 ans dans ta boutique en alternance. Tu as monté une boutique, mais à l'étranger. En France, il voyait déjà que ce n'était pas possible. Enfin, c'était un traquenard. Et lui, il aimait le Canada à ce moment-là. Maintenant, avec du recul, je pense que c'est bien qu'on n'ait pas fait la boutique au Canada parce que c'est une France bis, le Canada. Mais bon, en vrai, France bis, oui et non. Il y a quand même beaucoup plus d'opportunités au Canada. Et puis surtout, ça pousse plus vers le haut les gens, etc. Il y a une mentalité plus à l'américaine vers le succès. Mais bon, enfin bref. Donc, l'idée, c'est je termine en juin mes études, j'obtiens mon BTS et je suis censé partir en septembre à Montréal. Et le truc, c'est que moi, j'aime bien la chaleur quand même, et qu'on avait déjà une maison ici au Maroc, on avait un riad, parce que pour la petite histoire, ma famille, donc ma grand-mère, mon oncle, mes grandes-tantes, tout le monde est né en Algérie, et on a ce trauma de l'Algérie d'être partis, donc les Français qui sont repartis de là-bas, et ils voulaient avoir un petit pied au Maghreb, et un petit pied-à-terre, pardon, et donc c'est pour ça qu'ils avaient acheté cette maison. Et cette maison, elle faisait pas grand-chose. Et il y avait juste du personnel nous, on y allait 1 mois par an et le reste de l'année, ça faisait pas grand-chose. Donc voilà, mon oncle m'a dit, va passer l'été déjà là-bas, vois si tu arrives à faire quelque chose. Et puis en septembre, tu iras au Canada. Alors moi, je suis arrivé ici, il fait beau, ça me plaît bien. J'avais déjà passé pas mal de vacances de ma jeunesse. Je me dis, OK, bon, il faut que je fasse booster ce truc et que j'arrive à convaincre mon oncle en septembre de ne pas aller à -20 degrés au Canada.
Et donc, je démarre le truc à fond. Je me tue à la tâche pour faire marcher, pour transformer cette maison de famille en une petite maison d'hôte, 5 chambres, voilà. D'accord. Et donc, en septembre, on commence à avoir du remplissage et tout, et je commence à avoir de la visibilité sur les réservations. Et du coup, je dis à mon oncle que je peux pas partir, je peux pas laisser un business qui commence à tourner. Et du coup, avec les premiers profits, on fait des rénovations et tout, et on le met au goût du jour et tout pour que ça soit parfait pour accueillir les clients. Et voilà, on lance la première affaire. Et puis après, comme je t'ai dit, je monte une sorte de conciergerie 1 an et demi plus tard, où je prends en gestion. J'ai eu une dizaine de riads en gestion en total. En simultané, au maximum, j'avais 8 riads au maximum en simultané. Pour ceux qui ne sauront pas ce que c'est qu'un riad, c'est une maison traditionnelle au Maroc, dans la Médina, construite autour d'un patio. Exact. Et donc, ouais, j'en avais 8 en gestion, avec à chaque fois entre 2 personnes et 5, 6, pour les riads les plus luxueux, parce que j'ai eu des belles propriétés aussi, 5-6 personnes du staff. Donc, Oui. ça faisait quand même beaucoup de monde. Et puis, suivant les saisons, suivant les pics d'activité, mais j'avais 25 employés, tu vois. Donc, et j'étais jeune, je suis arrivé ici à 22 ans. Ah ouais. Donc en fait, quand tu es parti à ce moment-là de France, c'était pas pour une question de t'aimais De pas fiscalité la ou France, de business ou quoi que ce soit, non. C'était par opportunité, quoi. En gros, je venais passer limite des vacances entrepreneuriales en transition avant de partir pour monter un business. Par contre, j'étais décidé à monter un business, ça c'était sûr. Décidé à monter un business hors de France, ça c'était sûr aussi. Par contre, le Maroc, non, c'était un peu sur le chemin, mais ça m'a franchement bien plu au point où j'ai tout fait pour y rester, et j'y suis resté. Ouais. Incroyable. Et donc du coup, juste après ta phase Maroc, c'est là où tu crées ton business en ligne alors? C'est à la toute fin, en fait. C'est en transition, quand je suis en train de vendre le riad principal, donc celui qui nous appartenait. C'est là où je me dis, il va falloir que je rebondisse un petit peu. Parce que, bon, le riad, quand je dis il nous appartenait, il appartenait à mon oncle. Hein. Moi, j'étais associé sur la société, sur l'exploitation, mais pas sur le bien en lui-même. Donc, moi, il faut que je rebondisse et que je fasse autre chose. Et donc, à ce moment-là, je commence à écouter les podcasts sur iTunes. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très développé. En vrai, quelqu'un qui veut lancer un business, là... il a toute l'info, là. Vous avez 1 million de chaînes YouTube et tout. C'était pas comme ça à l'époque. Et donc, sur iTunes, bon, t'avais les trucs, les émissions un peu économiques, je sais plus te dire, les BFM, des trucs comme ça. Et tu as ce podcast dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, Nomade Digital, si je me trompe pas sur le nom, avec cette vignette bleue, là, et puis avec Stan Leloup de Marketing Mania et Paul. Et donc, entre les avions, etc., je me les télécharge, ces trucs-là, ces podcasts, et je les écoute. Puis, je m'infuse de ça. Et je me dis, ces types-là, ils vivent à l'étranger. Je crois que Paul, à cette époque-là, était aux Philippines et Stan était au Vietnam. Et maintenant, les deux sont en Thaïlande. Mais ça m'inspire énormément de me dire ça, parce que moi, pendant les 5 ans ici, j'ai pris 15 jours de vacances. J'ai pris 15 jours de vacances. Et quand je dis à la fin, on gagnait 5 à 10 000, les premiers mois, je gagnais 200-300 euros. Je vivais dans un bureau qui était plus petit qu'une cellule de prison, sans clim. Et des étés, tu connais les étés ici, il peut faire 40 degrés la nuit, tu vois, et 50 la journée. Donc, j'ai souffert. J'ai souffert. Et quand je les vois à l'autre bout du monde, ils sont sur leur ordinateur, ils peuvent être aux 4 coins du monde, etc. Mais c'est pas mal. Il y a peut-être d'autres possibilités, tu vois. Parce que moi, je te dis, j'ai pris 15 jours de vacances. Sinon, tout le temps, j'étais dans le business à fond. Ouais, t'étais au charbon. Et je pouvais même pas profiter. Quand tu m'as demandé est-ce que tu les dépensais, tes 5 à 10 000. Déjà, c'est difficile de dépenser 5 à 10 000 à cette époque-là à Marrakech, à part être un gros flambeur, etc. Mais la vie était moins chère. Et même là encore, aujourd'hui, elle est pas très, très chère non plus. Il faut y aller quand même pour dépenser 10 000 par mois ici. Ah, c'est clair. Donc, je voyageais pas, j'en profitais pas. C'est ce que je disais à un moment sur un réel. Quand tu travailles tellement fort et que tu habites en fait dans ta ville d'origine en France ou quoi que ce soit, mais que tu travailles vraiment et que tu t'imprègnes en fait de ce travail et que tu charbonnes, en fait, c'est la meilleure façon de mettre de l'argent de côté parce que tu n'as pas le temps de le dépenser. Tu n'as tellement pas le temps de le dépenser, en fait, un jour, moi ça m'est arrivé à la pizzeria, tu vois, un jour tu te réveilles, tu as je ne sais combien d'euros de côté, tu dis putain, ouais, j'ai fait ça. Et en fait, c'est la meilleure manière de faire de l'argent, en fait, la capacité à en faire, c'est de savoir les garder. Et pour les garder, pour les dépensiers, ceux qui ont un peu un trou dans la main ou un trou dans la poche, bah, en fait, il faut juste travailler et pas arrêter. Ouais. Et en fait, ça te dissuade de sortir, ça te dissuade d'aller à droite, à gauche, d'aller faire la fête ou d'aller partir en vacances ou quoi que ce soit. Donc, c'est un très bon conseil, ça, de travailler. Ça n'a pas que du mauvais à travailler, surtout au début, quand tu veux te créer ton capital, à travailler, je sais pas moi, 14, 15, 16 heures par jour et pouvoir faire que ça, tu vois. Donc ok. Et du coup, tu es parti
Donc, tu es parti où à ce moment-là? En ce moment-là, je suis rentré un petit peu en France, mais pas vraiment. Enfin, je suis resté quelques mois en France parce que j'avais toujours mon pied-à-terre. J'avais un appartement de ma grand-mère à Paris. Et puis là, j'ai commencé à voyager, justement. J'ai commencé à faire un peu le tour du monde. Déjà parce que je commençais ce business Amazon. Et donc, les fournisseurs, c'était... au début, j'ai regardé en France. Bon, je me suis dit, ça sert à rien. Après, j'ai regardé au Portugal. J'ai fait plusieurs voyages au Portugal. C'est pas mal, mais c'est trop cher en fait. C'est assez compliqué de travailler avec du Made in Portugal. Les gens veulent pas mettre le prix en fait pour ce que je voulais faire. Et du coup, après, je me suis intéressé à l'Inde et à la Chine. Et donc, voilà, j'ai commencé à voyager dans la zone Asie. Et donc, j'ai commencé à voyager pas mal. Et à vivre donc, du coup, à de l'Amazon. Ouais, j'ai commencé à vivre aussi d'Amazon. À ce moment-là. Ouais. Okay. Et à ce moment-là, il y a eu un moment où je me suis dit, où est-ce que je vis maintenant? Alors, j'avais en deux choix. J'avais la Thaïlande ou j'avais le Panama. Alors, c'est pas que c'était un choix, le Panama, c'est juste que j'avais mon bon ami qui est devenu mon meilleur ami, Paco, qui me dit, écoute, j'ai une avocate très bien qui peut te faire les documents très facilement si tu as besoin d'avoir un plan B, une résidence à Panama. Julien, tu devrais venir comme ça, tu l'as. Voilà, en ce moment, c'est facile. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Et peut-être ça sera difficile d'obtenir ton titre de résident demain. Donc, je vais, de toute façon, il fallait que je le voie. Donc, j'y vais, je fais les trucs. Et puis, en fait, j'y reste. Ça fait 7 ans maintenant que j'y vis là-bas. Incroyable, incroyable. Donc, du coup, Panama, c'est là que tu commences à faire du coup ton business, enfin, de créer ta chaîne YouTube. Ouais. Dans cette transition, même en Asie, j'ai des vidéos où je suis en Chine à la Canton Fer. Oui. Ouais, d'accord. Donc tu crées du contenu à partir de ce moment-là. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu depuis cette période où tu as créé du contenu et comment ça t'a évolué, même en termes de revenus, qu'est-ce que tu faisais, que tu proposais, ce que tu gagnais? Ok, l'évolution sur le contenu, sur la création de contenu, parce que en fait j'ai vraiment plein de sources de revenus différentes, mais dis-nous un petit peu tes sources de revenus à ce moment-là. Il y avait Amazon qui était principal, qui a été principal jusqu'à encore il y a 2 ans, un truc comme ça. Ça a été mon plus gros en termes de profit, en termes de chiffre d'affaires, c'est toujours plus gros en fait, parce que la marge sur Amazon, tu es autour des 20%, 25%, ça dépend comment tu te débrouilles. C'est la marge standard, hein, le profit, ce qui te reste dans la poche, parce que ça, il faut se méfier. Hein, sur Internet, tout le monde est là en train de vous annoncer des chiffres d'affaires. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à la fin, la bottom line. Donc, sur YouTube, tu as beaucoup plus de profit, à moins que tu as des YouTubeurs qui sont très axés sur la publicité, etc. Mais moi, je fais surtout de l'organique. J'ai très peu de publicité. Je dois avoir 1000 ou 2000 $ de publicité par mois au moment où on fait cette vidéo. Peut-être que je changerai à l'avenir, mais c'est pas du tout mon canal d'acquisition. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'était ce qui me rapportait le plus. Et puis, la courbe s'est inversée il y a à peu près 2 ans où YouTube est devenu plus gros. Les profits de YouTube sont devenus plus gros. Donc, tu as monétisé... Enfin, tu monétisais déjà à l'époque? Au tout début, la chaîne, c'est simple. Au début, j'ai fait cette chaîne YouTube juste pour partager du contenu parce que j'étais extrêmement passionné par Amazon. À la base, c'est l'essence de la chaîne, c'était Amazon FBA. Donc, j'étais extrêmement passionné et donc, je racontais ça à tout le monde. À chaque fois que je croisais quelqu'un, et puis les gens, ils étaient piqués de ma passion. Donc, je racontais toujours un peu la même chose. Donc, je me suis dit, je vais enregistrer ça, sachant qu'en plus, en francophonie, il y avait un ou deux acteurs, mais c'était nul, c'était pas bien le contenu qu'il y avait. On sentait que les gens vendaient pas vraiment ou pas à un bon niveau par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis. Donc je me suis dit, je vais essayer d'apporter la qualité américaine en francophonie. Et donc au départ, il n'y avait même pas de formation, il n'y avait rien pour monétiser. Tu vois, il y a eu 1 an, je crois la première année, pour que les gens comprennent, j'ai fait 1 année du business YouTube de créer des vidéos pour 3500. Je crois que ma première année, c'est 3500 € de profit YouTube. Donc voilà, ça montre encore une fois ma détermination quand je me lance dans un business, c'est que je suis capable de voir long terme. Ça, je pense que c'est une force aussi. Ça m'a bien servi. 3005, la deuxième année, ça a dû faire 120, 600 000. Et puis après, on est passé au-dessus d'1 million. Et là, c'est une chaîne qui, l'année dernière, je les ai partagés, mes chiffres de l'année dernière. Ça va être plus facile que je dise l'année dernière parce que je ne vais pas arriver à te faire tout le graphique sur toutes les années. Et comme je t'ai dit, je ne suis pas toujours bon avec les dates. Mais l'année dernière, j'ai partagé mes chiffres. On est à 1,7 million, il me semble, de profit sur la chaîne YouTube. D'accord. Entre la monétisation sur les ventes de tes il y a plein de monétisations. Il y a les formations. Ok.
Il y a les accompagnements, ça c'est un pan qu'on développe beaucoup et d'ailleurs c'est quelque chose que je vois de plus en plus, c'est que les gens veulent être accompagnés en one-to-one, comme on dit, en personnalisé, un accompagnement avec une personne. Donc on développe beaucoup cette partie avec Billy qui s'occupe du mentorat. Donc ça c'est un des gros axes d'amélioration qu'on a pu faire sur ces dernières années. Il y a l'affiliation, alors bon c'est une petite part de mon business, mais bon ça reste quand même conséquent, hein. C'est du 6 chiffres hein, sur Ouais, c'est plus de 10 000 € par mois d'affiliation sur différents produits, sur assez peu de produits en vrai, mais voilà, c'est quand même, ça reste de l'argent. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un peu de monétisation YouTube. Je crois que sur l'année dernière, je l'ai partagé le screenshot, je crois que c'est 27 000 $, un truc comme ça. Sur l'année? Ouais, un truc comme ça. Peut-être moins, 27 000 $. Dans ces eaux-là. Mais on en a eu la discussion juste avant. Je suis contre mettre des pubs, faire des interruptions dans les podcasts. On n'est pas mis de la même façon en avant. Même si YouTube nous dit qu'il nous pousse de la même façon qu'on mette la pub ou pas, ce n'est pas vrai. Enfin, ou du moins, c'est mon constat personnel. Et pareil. D'ailleurs, les amis, pour tous les commentaires qu'on reçoit, oui, il y a trop de pubs, etc. Réduisez le nombre de pubs, etc. En fait, le problème, il n'est pas là. C'est que le problème sur YouTube, c'est que si tu actives pas la monétisation, ta vidéo elle est moins mise en avant. Donc du coup, on a moins de personnes qui voient la vidéo et on fait du contenu, on essaie de faire des petites capsules, quelque chose qui va être plaisant pour les gens. On se donne du mal, tu vois. On loue ce studio, on prend du temps. Montage, du machin. C'est pour que ça touche un maximum de gens. Donc si pour toucher un maximum de gens, il faut laisser cette pub activée, on le fait parce que ça permet de mieux passer notre message. Après, bien sûr que ça nous fait pas plaisir de vous faire des interruptions. Et comme je l'ai dit, même si je crache pas sur l'argent, moi je respecte l'argent, je me baisse encore pour ramasser un centime dans la rue, un dirham, je le ramasse. Mais les 20 000 € ou 27 000 $, je donnerai le screenshot si tu veux. C'est anecdotique sur 1,7 million si tu veux. Donc je fais pas pour ça. Et peut-être en vrai que ça perturbe certaines personnes qui m'achètent pas ma formation ou qui m'achètent pas un produit, qui font pas un accompagnement. À cause de ça, j'en sais rien, le pour et le contre. Mais je pense que l'impact reste quand même plus grand au global. Au global, je pense quand même que c'est positif. Et donc, qu'est-ce qu'on leur donne comme réponse à ces gens-là? Je pense que c'est important qu'on leur fasse un message une fois pour toutes. Alors, soit vous installez une Chrome extension, je crois qu'il y a des Chrome extensions, je sais pas comment elles s'appellent, mais qui permettent de bloquer les publicités. Soit vous payez un abonnement YouTube, je crois que ça doit être 10 € par mois. Un peu moins de 10 €. Donc voilà, si c'est un médium que vous utilisez beaucoup pour consommer du contenu, ça vaut le coup de mettre 10 €, surtout que c'est une source d'apprentissage. Enfin, moi, j'ai appris tout avec YouTube et Reddit, j'ai appris tout ce que je sais. Exactement. Donc, ça vaut 10 € par mois. Largement, si tu n'es pas prêt à mettre 10 € par mois pour YouTube, enfin, on ne fait pas de la pub pour YouTube, mais pour votre apprentissage... voilà quoi, les 10 €, c'est même pas un abonnement Netflix, et Netflix, ça vous abrute le cerveau, ouais. C'est clair et net. Et du coup, tous tes contenus qui sont axés, on va dire, Amazon FBA, donc c'est ce que tu as fait plus ou moins au début. Dans le passé, mais maintenant c'est des touches. On va faire quelques contenus de temps en temps Amazon FBA, vraiment sur, on va dire, des interviews, par exemple, d'élèves qui ont fait des belles performances, des choses comme ça. Mais on va plus faire du contenu pur tutoriel, parce que la chaîne est devenue quand même plus grand public, on va dire, et donc on fait des vidéos plus grand public. Là, moi, ce qui m'intéresse en fait sur ton contenu, c'est tout l'aspect expérience que tu as eu dans différents pays, les expatriations, tu l'expliques très bien. Tu as aussi une formation ou un accompagnement sur ça. Ouais. La Offshore Mastery, qui est ma deuxième formation que j'ai sortie, c'est sur l'expatriation, sur le fait de réorganiser sa vie et ses business à l'étranger, dans le but de payer peu ou pas d'impôts totalement légalement. Nickel. Moi, j'ai quelques questions par rapport à ça, parce que ça partage beaucoup de valeur à ma communauté. J'ai beaucoup de personnes. Une fois, j'ai fait une petite question-réponse. Enfin, j'ai demandé à ma communauté ce qu'ils aimeraient avoir comme podcast, etc. Et tu as eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé d'expatriation. Okay. Donc ça intéresse énormément. Et toi, ça fait énormément de temps que tu délivres de la valeur sur ça et que tu pratiques. Ouais. Donc du coup, tu t'es expatrié la première fois au Maroc. Ensuite Panama. Est-ce que tu peux nous dire les autres pays? J'ai fait des petits passages aussi. J'ai fait 2 fois aux Émirats. J'étais résident aux Émirats. Okay.
Après, j'ai été résident dans d'autres pays aussi et obtenu des nationalités d'autres pays. Bon, certains dont j'ai parlé officiellement. Donc, j'ai fait, par exemple, au Paraguay, j'ai obtenu la résidence là-bas. République dominicaine. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, bon, c'est pas une résidence à proprement parler, mais je suis en train de faire le DTV en Thaïlande. J'expérimente. Hein, en gros, ce dont je parle sur la chaîne, c'est des choses que je fais. Donc, c'est une expérience de terrain. Et je pense que c'est aussi quelque chose que les gens aiment bien. On n'est pas dans la théorie du cabinet d'avocat. Oui, exactement. Qui va te lire les lignes juridiques. Tu vois, et là, moi, je vais vous partager une expérience. Voilà, j'ai essayé. Ça marche, ça marche pas. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, tu es au Panama. Tu es éligible au passeport panamien? Ouais, je suis en cours, justement. Et ouais, je suis en train de le faire. Ouais. Je ne l'ai pas encore. Ouais. Ça prend du temps, mais je suis en process. Ouais. Et qu'est-ce qui apporte ce passeport panaméen pour toi, si tu pour moi, ça va être le passeport dont je vais être le plus content, sincèrement. C'est vrai? Ouais, parce que j'aime vraiment ce pays. Ça fait 7 ans que j'y suis. Et d'habitude, je suis un peu cyclique. Tu vois, tous les 3 ans. Bon, tu vois, pour le Maroc, au bout de 3 ans, 4 ans, c'était bien aussi que je m'en aille. Quand je suis parti, c'était aussi la fin de mon cycle Marrakech. Là, le Panama, je m'y sens bien et je m'y sens bien pour encore des années. Vraiment, j'ai envie d'y rester. Ouais. Pour quelle raison? Dis-moi en fait les points, peut-être les points positifs du Panama et pourquoi toi, à titre perso, tu comptes y rester. J'ai tout ce qui me plaît. Déjà, il y a un sentiment de liberté, qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une liberté assez réelle, qui est dans les plus élevés que j'ai pu connaître. C'est-à-dire qu'on te fout la paix sous tous les angles. Une fois que tu as ton titre de résident, ensuite, tu n'as pas vraiment de contact avec l'administration ou avec le gouvernement. Tu n'as même pas de boîte aux lettres. Tu vois, le concept de poste, ça fait 2 ans qu'ils sont en train d'essayer de développer une pseudo-poste nationale. Mais si tu voulais envoyer du courrier avant, c'est DHL, tu vois, les courriers privés. Mais tu n'as pas vraiment ça. Donc, tu risques pas de te retrouver avec un rattrapage, de recevoir un rattrapage du fisc ou un truc ou des mauvaises nouvelles dans ta boîte aux lettres. Tu vois, j'aime bien ce côté où tu es très tranquille, très libre. Niveau fiscal, bon, on va pas se cacher que c'est plutôt pas mal puisque c'est une taxation territoriale. Donc, tous les revenus qui sont générés en dehors du territoire ne sont pas imposés. D'accord, donc tout ce que tu fais toi sur YouTube, etc., t'es pas imposé? Non. Incroyable. Voilà. Tout ce qui est investissement qui serait à l'étranger, pareil. Même des investissements locaux, certains investissements, par exemple les comptes à terme que j'ai localement, c'est pas imposé non plus. Donc c'est mieux que Dubaï aujourd'hui en termes de fiscalité? Maintenant, tu as 9% à Dubaï, effectivement. Sur l'IS, ouais. Ah ouais, incroyable. Ouais, donc de ce côté-là, oui, Panama est devenu mieux que Dubaï, effectivement. Incroyable. Et la vie là-bas, et après, au-delà de ça, oui, bien sûr. Ouais. C'était ça qui est important. Moi, j'ai besoin de la mer maintenant. Je m'en suis rendu compte là. Et encore plus en revenant à Marrakech. Je ne suis pas sûr que je pourrais vivre à l'année totale parce que j'ai un grand besoin d'avoir la mer. Et dans mes projets de cette année, c'était de faire plus de plongée. C'est un truc qui me passionne vraiment. Moi, je fais du freediving, de l'apnée. Okay. Et j'en faisais rarement parce que j'ai la tête dans le guidon depuis que j'ai commencé à faire du business. Mais en vrai, c'est un truc qui me plaît énormément. Et là, justement, je commence à en refaire depuis ce début d'année. Et en fait, en bateau, depuis Panama, en 25 minutes, tu as des îles en fait, juste en face, où on peut plonger. Moi, je fais de la pêche sous-marine et en 25-30 minutes, je peux aller pêcher mon poisson et le manger. Magnifique. Et ça me plaît bien d'être dans... En fait, j'adore vraiment Panama pour ça, parce qu'on est dans une ville... c'est pas le niveau de Miami, mais bon, c'est une ville quand même bien développée à l'américaine, quand même, très, très américanisée. Et tu as la mer en face, donc on est en face de la mer, et en 25-30 minutes, tu as des premières îles, c'est pas les meilleures. Si tu fais vraiment 1h30 de bateau, là, tu as Contadora, Las Perlas, c'est une archipel d'îles qui est absolument fantastique, là, c'est merveilleux. Et ça, j'aime bien cet équilibre entre nature, si tu veux. Par ma fenêtre, je peux voir la jungle, alors qu'on est en plein centre-ville. Et tu vois, j'ai la mer, la jungle... Et ça, j'aime bien ce mix-là. J'aime bien les libertés qu'il peut y avoir au niveau du port d'armes. C'est quelque chose qui est devenu important pour moi aussi. Ouais. Le port d'armes, c'est en tant que résident. Autorisé. Donc moi, j'ai le port d'armes, j'ai la détention et le port d'armes. Donc je peux posséder et porter. Alors le port d'armes au Panama, c'est uniquement dissimulé. Je l'ai pas là, t'inquiète pas, me regarde pas comme ça, ici il n'y a pas le droit. Mais je vais faire parce que je le mets là. Mais c'est uniquement dissimulé, t'as pas le droit en apparent, comme ça peut être dans certains États aux États-Unis. Et c'est que pour les pistolets. T'aurais pas le droit de balader. Par contre, en détention, tu vois, j'ai des AR-15, donc voilà, j'ai des gros calibres. Incroyable. Ça, je savais pas. Ouais. Donc du coup, en fait, si t'as ton permis du coup de port d'armes, il est effectif aussi pour d'autres pays ou pas? Non, ça se transmet pas. Non, c'est uniquement au Panama, sur le territoire panaméen. D'accord, ok.
Ah ouais, pas mal. Donc c'est vraiment, ouais, c'est full Donc liberté c'est en libre fait, de hein. ce côté-là, ouais. Une fois que tu es résident permanent, tu peux tu peux posséder des armes, ouais. Incroyable. Et donc ça, c'est une passion que je me suis découvert aussi, ça me détend. C'est quelque chose qui est très bizarre parce que c'est un environnement qui est assez bruyant au départ. Oui. On se dit pourquoi ça le détend? Parce que ça te met dans une bulle si tu veux être précis pour te concentrer. Et je fais de la tyrothérapie du coup. D'accord. Je viens C'est d'inventer pas le nom. mal. Je viens d'inventer le nom. Incroyable. Tyrothérapie. Non, mais en vrai, ça me relaxe, vraiment. Incroyable. Et donc ça m'a plu, ça m'a passionné. Et ça fait partie aussi des choses que j'aime bien. Et je pense de toute façon, l'expatriation, c'est très personnel. Tu vois, chacun a des passions. Il y a peut-être des gens qui vont aimer faire du ski. Bah, Panama, ça ne sera pas la bonne destination. Tu vois. Moi, j'aime faire donc de la plongée, de l'apnée et de la pêche sous-marine. Panama, c'est un des meilleurs pays au monde pour ça. Il y a des spots incroyables. J'ai eu le plaisir là, dernièrement d'aller à Coiba, un parc naturel. C'est fantastique. C'est au niveau de ce qu'on peut retrouver de l'autre côté en Thaïlande ou même dans les Caraïbes. Donc, c'est fantastique. Génial. Et bah, j'imagine aussi avec un petit peu ton niveau de vie, tes revenus, t'es pas scotché au Panama toute Je peux l'année. vivre où je veux dans le monde. En vrai, je suis au Panama parce que j'aime le Panama. Là, D'accord. parce que je sais qu'il y en a qui font des expatriations un peu parce qu'ils n'ont pas Forcé. d'autre choix, ouais, un peu forcés, etc. Non, moi, je suis vraiment heureux au Panama. Tu vois, quand je quitte le Panama, là, ça me manque, là, vraiment. Non, donc, c'est vraiment un pays qui me plaît. Après, c'est vrai que je voyage peut-être suivant les années. Alors, ça dépend. Peut-être 4 mois l'année, ouais, 4 mois dans 4-5 l'année. mois. 4-5 mois, ouais. Et Donc, en je voyage partie beaucoup. Et Asie. c'est entrecoupé, tu vois. C'est pas genre 4 mois pleins, quoi. Non, ça dépend. L'année dernière, c'est ce que j'ai fait. Mais sinon, d'habitude, j'aime bien être 2-3 mois, 2 mois à Panama, un mois je voyage, tu vois, un truc comme ça, j'aime bien. D'accord. Et où je vais, ça dépend. Le monde est mon terrain de jeu. Ah, justement, t'as fait combien Beaucoup de pays? d'Asie. T'as fait combien de pays là aujourd'hui? 65, il va y en avoir 2 de plus à partir de bientôt, là, parce que demain, je serai en Azerbaïdjan, je ne suis pas encore allé, et une semaine après, je serai en Arménie. Donc voilà, j'en ai fait, ouais, je serai à 67 dans 2 semaines, et ça continuera qu'à grandir parce que ouais, je crapahute un peu le monde. Ouais, c'est très bien. Et d'ailleurs, moi là, ça me fait un peu, ça me fait bader de savoir que tu es résident au Panama, tu vis au Panama, que là, tu es arrivé au Maroc, donc tu repars demain, mais tu voyages avec quel passeport? La question. Pour répondre à la question, et là je peux le dire puisque c'est un passeport que j'ai communiqué publiquement, le passeport turc. Là, je suis rentré en tant que Turc ici. Incroyable. Donc Ouais. comment tu as fait pour avoir le passeport turc? Alors, Donc français vivant au Panama, comment tu as fait pour avoir le passeport? Alors, il y a un programme en Turquie. En fait, il y a plusieurs pays à travers le monde qui proposent des citoyennetés par investissement. Donc, c'est des programmes tout à fait officiels. Hein. Ce n'est pas des dessous de table ou quoi que ce soit. C'est des Tu programmes. n'achètes pas des passeports. Bah, Tu les achètes officiellement. Voilà, exactement. Ok. Alors là, c'était même pas un achat pur et dur, c'était pas une donation pure et dure pour le cadre de la Turquie, puisque la Turquie, à l'époque où je l'ai fait, tu avais la possibilité soit d'acheter de l'immobilier. À l'époque, c'était $250 000 d'immobilier où tu voulais en Turquie. Aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, c'est $400 000. Ou alors, tu pouvais déposer sur un compte $500 000. Et donc, que ce soit l'immobilier ou tes $500 000, il fallait que tu les laisses en Turquie pendant 3 ans. Voilà. Et à partir du moment où l'argent était en Turquie, ou que ton investissement immobilier était fait, eh bien, sous quelques mois, tu étais censé avoir ton passeport. Moi, ça a mis un peu plus de temps parce qu'on était pendant le Covid, ça a dû mettre 8 mois, un truc comme ça. Ah ouais. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je partage toute mon histoire et toute mon expérience sans filtre sur tout ce que j'ai pensé d'avoir fait ce programme puisque je l'ai vécu de l'intérieur. C'est vrai qu'il y a peu de personnes qui mettent... Alors moi, oui, pour répondre à ta question, j'ai fait les $500 000. J'ai mis $500 000 dans une banque en Turquie. Et à l'époque, ce qui était bien, contrairement à aujourd'hui, je conseillerais de faire l'immobilier aujourd'hui parce qu'à l'époque, les $500 000, on pouvait les laisser en dollars. On ne les convertissait pas en Turkish lira. Et donc, alors, il y avait un rendement au début qui était correct sur la première année, puis ensuite, il est tombé à 0 le rendement. Donc, il y a un peu de perte d'opportunité, on va dire. C'est pas comme s'il m'avait rien coûté le passeport. Il m'a coûté un peu d'opportunity cost. Mais en soi, les démarches pour l'obtenir, c'était que $5 000 à un avocat. Hein, tu vois. Donc, c'est de faire l'investissement et $5 000. Et après, peut-être ces $500 000, j'aurais pu mieux les investir et avoir plus de rendement. Mais j'aurais pas eu ce passeport. Donc moi, je suis content d'avoir eu ce passeport et globalement, toute cette expérience, j'en suis content. Et justement, quand tu voyages... Et juste pour terminer, aujourd'hui, ils obligent les $500 000, tu seras obligé de les convertir en Turkish lira.
Elle fait le yo-yo, la devise. Ouais. Je déconseille à tout le monde de faire ça. Ok. Vraiment, passer sur l'immobilier. Sur Surtout que l'IMO, ouais. c'est une belle, si vous regardez sur Istanbul, c'est une belle ville, c'est central. L'immobilier a bien augmenté, mais bon, ça reste le cœur du monde. T'as vécu au Istanbul, J'ai passé pas mal de temps, tu vois, quand on parlait tout à l'heure des pays où j'ai résidé, j'ai passé des mois entiers. Oui, à Et Istanbul. alors, t'as aimé ou pas? J'aime beaucoup Istanbul. J'adore Istanbul. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. C'est toujours un plaisir d'y aller. Puis maintenant, je suis un peu à la maison, quoi. Un peu trop. D'ailleurs, là, quand tu voyages, ben là, t'es rentré au Maroc avec ton passeport turc. Mhm. C'est quoi le... est-ce que t'as pas un petit a priori, un petit truc, un petit feeling? Le syndrome de l'imposteur. Ouais, genre Oui. putain, je voyage avec un autre passeport. Non, maintenant ça me fait rien du tout. Mais les premières fois que j'ai voyagé avec des passeports qui étaient différents du passeport de ma nationalité originale, qui est française. Hein. Je suis né en France. Effectivement, les toutes premières fois, tu te dis merde, ils vont peut-être me dévisager ou quoi. Mais rappelez-vous toujours d'un truc, si vous avez fait un de ces programmes-là, c'est officiel. Vous avez eu votre passeport, vous ne l'avez pas volé, vous n'avez pas fait un dessous de table, rien, il n'y a rien de louche. Hein. Vous êtes turc, vous êtes nationalisé. Et moi, j'ai reçu un papier comme quoi voilà, je suis devenu turc. Donc, il n'y a aucun problème à passer la frontière avec un autre passeport Ouais. que celui dont vous êtes né. Et le visage de la police aux frontières, quand ils regardent ton passeport, ton nom, ton visage, il n'y a pas un truc bizarre? La plupart du temps, non, ils s'en Ah ouais? foutent. Franchement, ils s'en fichent. Après, tu pourrais un petit peu ressembler à un Turc. Ah, vraiment? Ouais. T'as un peu, après, c'est- il y a eu des communautés françaises là-bas, hein, donc Ouais. c'est possible. Maintenant, le monde est tellement... en fait, la seule fois où j'ai eu un truc, tiens, on va raconter une Ouais. anecdote, c'est Turkish Airlines, justement, à Paris. Je vais pour prendre mon avion. Et comme j'allais en Turquie et que j'avais pas de billet de retour, j'utilise mon passeport turc parce que quand tu n'as pas de billet de retour, il faut que tu prouves que tu as Oui. un titre pour pouvoir rester sur place. Tu vois. Et je donne ça à la dame qui, je pense, était maghrébine. Et elle me dit « Ah, vous faites pas turc ». Je sais pas, mais si on lui avait dit à cette dame « Ah, vous faites pas... » parce qu'elle devait sûrement avoir la nationalité française, mais elle était d'origine maghrébine. Si je lui avais dit « Ah, vous faites pas très française Ouais. je sais pas comment elle l'aurait pris. Incroyable. Mais Ouais, ouais, vrai. c'est la seule fois que j'ai eu un peu une accroche sur mon passeport. Sinon, même quand j'arrive en Turquie et que je donne mon passeport, si parfois on me parle turc, et du coup je dis je parle pas turc, désolé. Et du coup ils s'en foutent. Donc, t'es rentré une fois, t'es déjà rentré avec ton passeport turc en France? Ah non, Non. là, c'était pour sortir en Ah, fait. c'était C'était pour pour sortir. m'enregistrer, pardon. Ah, Peut-être je ok, me suis mal pour expliqué. t'enregistrer, C'est ouais. pas à la douane, hein, c'était check-in. au check-in de Ok. Turkish Airlines. Ouais. Ok, Ouais. ça, je comprends. Ouais. Et, mais c'est le seul un peu accro. Sinon, je te dis, quand n'importe quel pays, non. J'ai voyagé, je peux te le montrer, mon passeport turc, je te le montrerai. Je suis allé au Laos, je suis allé en Ouzbékistan, je sais pas où je suis allé avec, en Russie, Biélorussie, enfin, je suis allé partout avec. Incroyable. Et du Tout coup, Thaïlande, tout le temps. bon, du coup, il te donne accès à quoi concrètement aujourd'hui, ce passeport? Ah. Pourquoi tu aimes voyager avec? Je préfère voyager en tant que Turc qu'en tant que Français, c'est tout. C'est vrai? Ouais, je préfère. Pour quelle raison? Bon, après, c'est peut-être des choses psychologiques. Non, je préfère utiliser. En vrai, j'aime bien utiliser mes autres passeports pour m'habituer justement à pas avoir ce syndrome. Ah ouais. Si un jour, c'est pas si un jour, ça arrivera, ce moment-là où je vais devoir vraiment redonner le passeport français, puisque Ouais, j'ai ça, déjà on va en parler. signé, prêté serment devant notaire pour renoncer à ma nationalité française. Donc, le jour où ça arrivera, il faut que je sois confiant et que je me sente bien à voyager avec mes autres passeports. Et donc, c'est pas un problème. Donc, non, j'aime bien. Et puis aussi, ça me permet de garder de la place sur... mon meilleur document de voyage reste quand même le français. C'est un secret pour personne. C'est le 4e meilleur passeport du monde. Donc, c'est celui qui t'ouvre le plus de portes en mobilité. Donc, je cherche à lui laisser le plus de pages vierges possible et donc à remplir les pages des autres passeports. Comme ça me laisse celui-ci aussi accessible. D'ailleurs, bon, on va passer directement là sur la question. J'avais d'autres questions, mais je les poserai juste après. C'était par rapport justement le fait que tu aies quitté la France définitivement, entre guillemets. Tu l'as fait clairement. Et Ouais, tu il y a plus de renonces 13 ans. aujourd'hui depuis 13 ans. Ouais. Ouais. Plus de 13 ans. Encore une fois, je suis pas toujours bon avec Ouais. les dates, mais depuis que je suis venu là, après, ça a été. Je suis passé quelques mois en France. Sur les 13 dernières années, j'ai dû passer quelques mois en France. Ouais. Pour voir la famille. Ouais, ou un enterrement l'année dernière, mais Incroyable. sinon, j'y vais jamais. Non. Et je tiens pas à y retourner spécialement.
Voilà. Pour quelle raison d'ailleurs tu veux pas quitter la France? À chaque fois, ça me raison? fait un peu mal au cœur, en fait. Je sais pas, j'aime pas la direction dans laquelle ça va. Je pense que j'ai trop changé aussi. Je suis plus adapté à ce pays. Quand je reviens, quand j'entends les conversations autour de moi, ça me ressemble plus. Ça ressemble plus à ce que je suis devenu. Et en fait, ça, limite, j'aime bien garder l'image de la France que j'avais d'avant, comme je l'aimais bien et tout. Et de ce que c'est devenu, que c'est sale, qu'il y a plein tu vois, quand tu arrives à Paris, c'est l'enfer. La route entre l'aéroport et le centre-ville de Paris, tu as l'impression que tu arrives où, à Bagdad, là? Qu'est-ce qui se passe? T'as partout, t'as des clochards partout, ça va pas, ça va pas. Donc, tu vois, ça me fait un peu mal au cœur. Donc, ouais, non, Ouais. je tiens pas à m'infliger ça. Ouais. Et puis encore une fois, le monde est grand, il y a plein d'autres endroits. Je suis content, je suis aussi un curieux, j'aime bien aller dans plein de nouveaux endroits. Ouais, tu vois. Et donc, du coup, là, clairement, tu as fait ta demande de renoncer à ta nationalité française. J'ai prêté serment en fait du côté panaméen, puisque quand tu es dans le process justement d'obtenir le passeport panaméen, on te demande de renoncer à ta nationalité d'origine, et donc ils te font prêter serment devant notaire. J'ai filmé parce que pour la petite anecdote, c'est tombé au moment où la France était en train d'essayer de dire que possiblement ils allaient taxer sur la nationalité comme le font les Américains pour les citoyens américains, peu importe où ils vivent dans le monde. Ils restent soumis à l'impôt américain. C'est également le cas des Érythréens, mais bon, c'est plus anecdotique. Il n'y a que les Américains qui arrivent vraiment à le faire appliquer à l'international. Et donc, la France a cette idée depuis déjà un bon moment. Oui. La réalité, c'est que ce serait difficilement applicable. J'aime pas le fait qu'ils aient cette idée, en fait. Déjà, l'idée... Voilà. Moi, en fait, ce qui me dérange le plus, c'est déjà... idéologiquement, ça m'embête qu'ils aient cette idée de toujours aller courir après les gens, déjà qui font bien assez suer les gens qui sont dans leur pays, qui nous foutent la paix. Si on a pris la décision de voter avec nos pieds, d'aller à l'étranger, voilà, qu'on coupe le cordon à un moment. Et donc, si ça passe par le fait aussi de renoncer à son passeport, voilà. Pourquoi? Et du coup, si ça se passe, là que tu as fait les demandes, etc., donc... Alors, au moment, pour terminer, oui, dans le cadre de l'obtention du passeport panaméen, tu dois prêter serment. Ça fait partie du processus. En plus d'aller chanter l'hymne national main sur le cœur et répondre à des questions d'histoire. C'est un vrai exercice, a cappella. et donc, une fois que tu obtiens le passeport panaméen, tu es censé, puisque tu as prêté serment, renoncer à ton passeport français. Après, qui le fait pas, ça, c'est libre à chacun. Oui, ils peuvent pas te mettre un flingue sur la tête et ils peuvent pas te mettre apatride le temps d'obtenir ton passeport panaméen, puisque ça peut mettre plusieurs années. De moyenne, ça met quand même 2-3 ans. D'ailleurs, moi, je vis un petit peu la même chose par ma femme qui est de nationalité espagnole et qui demande, qui a vécu aussi à Londres. Et donc là, elle est apte à demander le passeport UK. Et en fait, l'Espagne ne reconnaît pas la double nationalité, même pour le Maroc. Pour l'Espagne, tu n'as pas de double nationalité, tu es espagnol et espagnol. Donc du coup, en fait, ça me fait penser à ça. Je ne savais pas pour l'Espagne. Je crois que c'est l'Allemagne aussi qui a ça, ou le Pays-Bas. Le Pays-Bas peut-être. Le Pays-Bas, je ne savais pas pour l'Espagne, parce que pour l'Espagne. J'ai plusieurs amis qui ont plusieurs nationalités qui sont d'origine espagnole. Mais après, je crois que tu vois, c'est encore le genre de choses où il y a ce qui est écrit sur le papier et c'est ce qui se passe dans la réalité. Et c'est ce qu'aiment bien les gens sur nos chaînes, dans nos podcasts. C'est des échanges de terrain, de qu'est-ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, je connais plein d'Espagnols qui ont d'autres passeports. Ma femme. Voilà. Ma femme, quand elle a été, par exemple, pour faire son passeport marocain, l'Espagne ne reconnaît pas sa nationalité marocaine. Tu vois. Donc, elle ne peut pas rentrer en Espagne avec son passeport marocain. Tu vois, Mais pourtant, elle a le droit, elle le fait, quoi. Elle a son passeport, et tu as énormément comme tu dis, des amis, mais tu as énormément de personnes dans ce cas-là. Et du coup, le Panama, c'est la même chose. Le Panama, la réalité, c'est que je connais personne qui a eu la nationalité panaméenne. Je connais des gens qui l'ont eu, mais personne qui a renoncé à ses autres nationalités. Et moi, pour le coup, est-ce que je vais réellement le faire? Pour le coup, c'est ce que je disais à mon avocat quand je signais, parce qu'il disait, bon, de toute façon, comme tous les autres, tu vas pas le redonner ton passeport français. Je dis, je vais peut-être être le premier client qui va vraiment le faire. Il y a de fortes chances. Après, ça dépend comment les choses évoluent.
et dans quel sens va la France et à quel point elle veut faire suer les gens qui ne sont plus dans ses frontières. Et du coup, là, dans le postulat où tu rendrais ton passeport à la France et que tu serais plus français. J'utiliserai mes autres passeports et c'est pas la fin du monde. J'aurai une mobilité quasi identique. Non, non, sincèrement, le cumul des passeports fait une mobilité quasi identique. Et au pire, on peut demander des visas. Enfin, c'est même encore aujourd'hui, j'en demande. Tu vois, là, quand on a été au Laos, j'ai fait un visa à l'entrée. Voilà, c'est pas la fin du monde non plus de demander un visa, mais j'aurais une très très bonne mobilité quand même. Donc ça serait pas, pour moi, ça m'affecterait pas vraiment au quotidien. D'accord. Ouais. Et là, j'ai une question. T'as combien de passeports là? Je réponds jamais à cette question. Pour quelle raison tu réponds pas? Je préfère garder quand même quelques cartes de mon côté, tu vois, parce que je suis une personne publique entre guillemets, sans aucune vantardise, mais avec YouTube. Et donc, je veux garder toujours une corde à mon arc, pardon. Donc, d'avoir une porte de sortie qui serait inconnue, tu vois. Et donc, je préfère garder ça comme ça. Après, quand même, j'ai partagé des choses que peu de personnes ne font, tu vois. J'ai partagé le processus sur le passeport turc. Ouais. T'as partagé quoi d'autre? Le Panama, j'en parle. Ouais. Et il cherche, là. Non. Après, je crois que j'ai rien partagé d'autre. Je pense que j'ai rien laissé glisser. Après, peut-être il y a des gens qui peuvent lire entre les lignes. S'il y a un passeport anecdotique que j'ai fait du Liberland, mais ça, c'est pas un vrai pays. Ouais. pas encore. Mais sinon, non, j'ai... Ouais, ok, bon, ça marche. On va respecter la discrétion de cette question. Et du coup, vu qu'on parle de passeport, on peut parler aussi de compte bancaire. Ouais, à l'étranger. Donc toi, je pense que tu as une grosse expérience sur l'ouverture de compte à l'étranger. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait toutes ces années? Dans quel pays tu as ouvert des comptes? Alors, dans quel pays, ça va être un peu long parce que j'étais un peu un geek de l'ouverture de compte. Non, et en plus, il faut dire qu'avec cette formation Offshore Mastery, en voulant apporter du contenu de terrain, ça m'est arrivé d'ouvrir des comptes dans des pays où c'est simplement pour faire du contenu dans ma formation, si tu veux. Donc, j'en ai ouvert vraiment dans des endroits assez incongrus, Biélorussie, Ouzbékistan, Argentine, Turquie pour le passeport. Où est-ce que j'en ai ouvert des trucs un peu bizarres même plus. Là, comme ça, Panama, forcément, République dominicaine. Maroc. Maroc, bien sûr, Attijari Wafa Bank. Donc voilà, j'avais compté un jour, j'en ai ouvert dans plus de 20 pays, en personne, Estonie, États-Unis en personne aussi. Là, comme ça, Singapour. Donc j'en ai ouvert vraiment partout. Après, aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Qu'est-ce que j'utilise vraiment? Parce qu'il y en a beaucoup, c'était expérimental, ou ça peut avoir des intérêts dans certains cas, tu vois, pour l'obtention d'une résidence, l'obtention d'un passeport. Mais réellement, ce que j'utilise pour mes investissements ou pour ma vie, États-Unis, Panama, parce que j'y vis et qu'il y a certains avantages et certains comptes à terme qui sont intéressants, certains types d'investissements qui peuvent être intéressants au Panama, et Singapour. Voilà. Mon argent, elle est entre ces trois-là et Luxembourg dans des fonds d'investissement. C'est là où est mon argent dans le monde. D'accord, aujourd'hui. Ok. Donc, tu l'as dit dans une des vidéos, ça représente à peu près combien de capital que tu as placé? Ma fortune personnelle. Ouais. On en a parlé. Ouais, j'ai déjà dit, qu'on était autour des 10 millions. Ouais. Ok. 10 millions de... En début d'année, ouais, c'était la dernière fois que j'ai fait un peu les comptes. Ouais. D'accord, en début d'année, donc là, on est en juin, donc ça fait 6 mois de plus. Donc ça... faire les calculs. Paradoxalement, j'ai vu, on en a parlé, c'est même pas que j'ai vu, c'est au niveau de l'immobilier, t'étais pas trop, t'es pas quelqu'un qui... J'ai pas d'immobilier personnellement, mais par contre, j'ai de l'immobilier indirectement à travers les fonds, justement. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Mais perso... Non, parce qu'en fait, on m'a souvent posé cette question, parce que c'est vrai que quand on s'enrichit, un des premiers trucs qu'on veut s'acheter, c'est de l'immobilier, mais moi, je viens d'une famille qui était vraiment lourdement investie en immobilier à 8 chiffres, donc un gros patrimoine immobilier avec de l'immobilier à l'international, notamment ici au Maroc à l'époque. Donc j'ai toujours eu, si tu veux, de l'immobilier à Paris, enfin pas à moi, mais à ma famille. Ouais, à ta famille, et il y avait toujours, c'était des pieds à terre. Donc voilà, j'ai toujours été un peu confortable d'avoir un toit sur ma tête. Et j'ai pas eu ce besoin absolument de posséder à tout prix. Et quand je faisais les calculs, tu vois, à Panama, c'est vrai que ça fait 7 ans que je vis dans le même appartement, là, 6 ans peut-être même. En vrai, mon argent, il est mieux investi. En fait, il me rapporte plus que si je l'avais mobilisé dans l'appartement.
Et en plus, l'immobilier à Panama, entre le moment où je suis arrivé et maintenant, avait bien baissé. Donc en vrai, j'ai fait un meilleur deal en gardant mon argent. Mais ouais, non, je suis pas... Et puis, ce que je value le plus, en fait, c'est d'être libre. Et l'immobilier, malheureusement... alors, ça peut être bien, l'immobilier, surtout pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup d'argent, parce que c'est un des seuls business, entre guillemets, enfin investissements où tu peux le faire avec OPM, Other People Money, l'argent des autres. Donc, c'est quand même pas mal, mais c'est quand même beaucoup de tracas pour en avoir géré ici, en plus au Maroc. C'était dur, donc je ne cherche pas ça. Non, moi, je value, j'ai besoin d'être libre et de posséder le moins de choses possible. En fait, tu suis un petit peu le plan du Forum économique mondial. Vous ne posséderez rien. Vous serez heureux, oui. Enfin, laissez-moi posséder mon argent quand même. Mais sinon, pour le reste, les possessions physiques, je l'ai déjà dit, je suis passé un peu par la phase montre à un moment. J'ai acheté 2-3 trucs et en fait, je les ai revendus. J'ai gardé... Deux Patek là, parce que ça c'est vraiment des jolies pièces, je les aime bien, mais sinon les Rolex je m'en fous. En plus je m'en fous en vrai, même la Patek, c'est parce que pour moi c'est de la valeur tu vois, qui est transportable et qui est petite, tu vois, avec une montre t'as 50 000 balles que tu peux, ou 50 ou 100 000 balles que tu peux déplacer, et ça j'aime bien, pour moi c'est une cartouche de sécurité en plus, tu vois, encore mais d'ailleurs je t'ai posé une question un jour en train de boire un café, je t'ai dit, je t'ai demandé, je suis avec la... Ouais, je t'ai dit, t'as pas, donc on parlait des montres, je t'ai dit, et pourquoi tu portes, pour toi, c'est quoi la signification? Ça, c'est ma montre favorite, celle-ci. Je l'aime. Et puis, je remercie Loïc qui me l'a offerte. Pourquoi j'aime bien cette montre-là? Parce qu'elle donne l'heure. Non, parce que elle veut dire, je m'en fous. En fait, j'ai rien à prouver. C'est souvent le truc un peu dans les podcasts. Je voulais pas t'offenser parce que souvent dans les podcasts, t'as le mec avec la grosse montre, etc. Et c'est un peu un signe, croyez-moi, parce que j'ai fait de l'argent. Et en fait, je voulais, et je le suis au-dessus de ça, en fait. Moi, je veux qu'on m'écoute pour mon contenu, pas parce que j'ai une Patek et parce que j'aurai une voiture XY, tu vois. C'est ce que j'ai aimé dans ta réponse. Ouais. Ça veut dire clairement que je m'en fous. Ouais, je m'en fous, j'ai rien à prouver, et voilà. Mais j'aime quand même bien avoir l'heure, donc j'aime bien celle-ci, et j'aime bien qu'elle soit extra plate, et j'aime bien que, en fait, je m'en fous, je peux l'abigner, c'est pas grave. Alors que la Patek, tu fais ça, tu vois, tu vas au restaurant, tu tapes avec, tu perds 10 000 balles. Hein. Ah ouais, sur le marché secondaire, à la revente, si elle a un nion, c'est plus le même prix. Ah, c'est clair. Voilà. C'est clair. Je voulais te poser aussi quelques questions par rapport, justement, on a parlé un petit peu des comptes, etc. Et donc, si sur toute l'expérience que tu as eue sur les ouvertures de comptes, c'est quoi le point commun que tu as vu avec tous les ouvertures de comptes que tu as pu faire dans tous les pays que tu as fait? Le point commun des banques. Je crois qu'il n'y a pas de point commun. C'est ça le truc qui est complexe, c'est que suivant les pays, ça va être plus ou moins open bar ou pas, tu vois. Et suivant les périodes aussi. Tu vois, il y a des moments où ça va être très facile d'ouvrir un compte. Il y a 10-15 ans, Hong Kong, c'était OK d'ouvrir un compte. Maintenant, essaye d'aller ouvrir un compte. Ah ouais? Ouais, très dur, quasi impossible. Il faut vraiment prouver que tu as vraiment besoin d'avoir un compte à cet endroit-là. Ou alors d'avoir un niveau de fortune qui t'ouvre la porte, tu vois. À partir de certains niveaux, comme pour Singapour, tu vois, à partir de 200, 250, 350, suivant les banques, $1,000, tu as les portes qui s'ouvrent. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi de ton pays de résidence fiscal où tu es. Parce que par exemple, les résidents fiscaux français, c'est pas qu'ils vont avoir un problème réel à ouvrir un compte à Singapour, mais ils vont pas être particulièrement bien aimés parce que ils pourront pas leur vendre des investissements, des produits dans certaines banques, tu vois. Donc ça va être des clients qui vont pouvoir déposer une somme, ils vont pas faire de mouvement, ils rapportent rien. En fait, ça leur fait que de la paperasse à la banque, c'est pas utile. Point commun, non, arriver toujours avec un peu une histoire détaillée à raconter à la personne que vous allez avoir en face, si c'est ce qu'on vous demande. Et encore une fois, ça va dépendre des pays. Parfois, c'est vraiment l'ouverture. Tu vois, quand j'ai ouvert en Ouzbékistan, c'était la queue, c'était les Russes qui venaient parce qu'il y avait le blocage des visas en Russie, donc tous les Russes allaient en Ouzbékistan.
tu faisais la queue, tu avais un un menu comme chez McDo. Ils te donnaient un menu plastifié avec les cartes. Tu montrais avec ton doigt laquelle tu voulais et c'était à la chaîne. C'était à la chaîne. Par contre, Singapour, non, tu prends rendez-vous avant d'y aller. Dans le meilleur des cas, tu es introduit par un client qui est déjà dans la banque. Tu justifies que tu as l'argent pour qu'il veuille bien s'intéresser à ton profil. Tu expliques concrètement ce que tu fais comme business, quel type de mouvement tu vas avoir. Donc, tu vois, il n'y a pas de règle absolue générale. Mais d'avoir un dossier qui tient la route, de ne pas penser qu'on veut forcément de vous dans une banque, parce que maintenant, il y a plein de pays qui veulent avoir une clientèle bien précise. Ils ne veulent pas s'embêter avec certains types de clientèle. Et donc, il faut savoir montrer patte blanche dans certaines juridictions. Est-ce que c'est vrai que dans chaque banque où tu essayes d'ouvrir un compte, ils te posent tous la même question? Est-ce que vous êtes citoyen US? Oui, ça oui. Maintenant, ça c'est partout. Ah ouais, vraiment de partout. Et ouais, ça peut poser problème dans pas mal de juridictions, effectivement. Donc ça, c'est la première question. Et souvent, la première question, dans ce bloc-là. Et souvent, ensuite, ils te demandent si tu as acquis ou obtenu d'autres citoyennetés. Et c'est là où c'est intéressant. Pour le passeport turc, je trouvais que c'était un avantage, contrairement à d'autres citoyennetés qu'on peut acheter, par exemple, dans les Caraïbes. C'est que le passeport turc, il n'est pas aussi stigmatisant que quand tu as un passeport Saint Kitts and Nevis, Antigua et Barbuda, Sainte Lucia, etc. Ceux-là, ils sont dans cette liste souvent parce que beaucoup de gens ont acheté ce type de passeport pour dire à la banque « je n'ai que ça ». Et à l'époque où les KYC n'étaient pas aussi poussés qu'aujourd'hui, ça passait. Maintenant, ils essaient de creuser encore plus. Alors j'imagine que ça peut peut-être passer dans certaines juridictions, mais... incroyable quand même qu'ils posent cette question. Ils demandent. Est-ce qu'un jour on va avoir cette question, est-ce que vous êtes français ? C'est possible, parce que comme je te l'ai dit, déjà pour Singapour, les Français sont restreints en termes d'investissement parce qu'ils sont résidents fiscaux français. À partir du moment où ils sont résidents ailleurs, par contre, ça leur rouvre toutes les possibilités. C'est mon cas, par exemple, en étant résident fiscal au Panama. Charles Schwab, aux États-Unis, je ne sais pas si tu connais le broker, c'est un courtier en ligne. Eh bien, ils permettent d'ouvrir des comptes, par exemple, aux Espagnols, je crois aux Allemands, enfin pas mal de pays d'Europe. Pas les Français, depuis 2 ans, un truc comme ça, ils ont sauté les Français maintenant. Donc parce que la France doit être trop exigeante peut-être dans ce qu'elle demande en information, etc. Et à un moment, ils font le pour et le contre de ce que ça leur coûte, des risques auxquels ils s'exposent, etc. Et du coup, ils préfèrent refuser certains segments de clientèle, quoi. D'ailleurs, je rebondis sur une question par rapport à l'OCDE, aux lois de l'OCDE. Par rapport aux échanges... Aux échanges automatisés des informations, CRS, Common Reporting Standard. Exactement. Donc la France, c'est quasiment tous les pays, pas tous les pays, mais il y a beaucoup de pays qui sont signataires. J'ai fait une vidéo dernièrement, si ma mémoire est bonne, c'est 60% des pays qui ont... qui sont soit en échange déjà total, soit qui sont en cours de le faire, mais il y en a 40 qui n'ont même pas encore donné de réponse. Et dans les 40, la plupart, c'est des endroits où tu n'aurais pas vraiment envie de mettre ton argent, des républiques un peu bananières, etc. Mais tu as les États-Unis quand même, qui ne sont pas CRS. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne partageront aucune information, c'est juste qu'automatiquement, ils ne le font pas. Mais donc ça, c'est vraiment pour le cas automatique, quoi. C'est-à-dire, concrètement, tu es un Français, tu es résident français, tu ouvres un compte à Dubaï. Ça sera reporté automatiquement. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu es sûr à 100%? Est-ce qu'ils font le job, les banques? Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce qu'ils le font au bon format? Normalement, ils sont censés le faire, ouais, puisqu'ils sont signataires. Mais si tu es résident émirati... Ah bah non, ils ne reportent plus, puisque c'est un compte local. C'est comme moi à Panama, mes comptes panaméens ne sont reportés nulle part. Donc en fait, je comprends pas pourquoi... Mes comptes singapouriens sont reportés à Panama. Je comprends pas trop la loi, alors. C'est un échange des informations entre le pays de résidence du détenteur du compte et le pays là où est la banque, en fait. C'est là où se fait l'échange. Mais du coup, même t'as beau être français, si tu ne résides plus fiscalement en France, la banque, elle reporte à ton pays de résidence fiscale. Et mon pays de résidence fiscale actuel, c'est le Panama. Mais si ça avait été les Émirats, ils auraient reporté aux Émirats. D'accord, ok. Donc, mais il y a... Et après, le truc, c'est que il y a tout un truc autour de ça, mais finalement, il y a beaucoup de pays qui n'utilisent pas réellement les informations. Il y a beaucoup de banques qui ne font pas très bien le travail. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer aussi. C'est ce qui a été très bien documenté par Olivier Roland dans son nouveau livre, là. J'espère que tu l'intervieweras, d'ailleurs. Ouais, et en fait, il y a plein de banques qui étaient déjà au début, à chaque nouveau pays, quand ils lancent le truc, la première année, c'est le vacarme. Enfin,
c'est catastrophe. Mais voilà, donc c'est pas. Il y a toujours la différence entre ce qu'on te dit sur le papier et échange automatisé. Tu te dis, waouh, ouais. En fait, dans la réalité, parfois ça marche pas aussi bien que prévu, quoi. C'est ce que j'ai remarqué en 2018. Ça en parlait beaucoup par rapport à Dubaï, qui était signataire, etc. Et en vrai, j'ai un ami un jour qui m'a dit, c'est des conneries. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, il suffit que tu sois résident, que tu as ta carte de résidence à Dubaï, qu'ils échangent rien du tout. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi, quoi? Mais en fait, quand tu arrives, par exemple, à Panama pour devenir résident, il faut que tu ouvres un compte. Et quand ils te l'ouvrent, tu n'es pas encore résident, donc c'est un compte étranger. Oui. Mais une fois que tu obtiens ta carte de résident, tu retournes à la banque, passe en local. Fini, il n'y a plus d'échange. Terminé. Et donc, alors qu'à Dubaï, tu es directement, tu n'ouvres pas ton compte tout de suite. C'est d'abord résident. Oui, c'est après la résidence, effectivement. Ouais. Donc en fait, ils sont des gens locaux. Oui, ils trouvent des moyens aussi de squeezer un peu le truc. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de messages et de commentaires de personnes qui souhaitent ouvrir des comptes à l'étranger, etc., pour ne pas payer d'impôts, ils veulent recevoir leur argent là-bas. Ça sera soit illégal, soit inefficace. C'est-à-dire que, en gros, il y aura un échange automatisé des informations. S'ils ne déclarent pas leur compte, ils sont soumis à des amendes, plus possibilité de redressement si c'était de l'argent à frauder. Et s'ils utilisaient des juridictions qui n'ont pas d'échange automatisé d'informations, type USA, type des pays qui sont fermés du monde, type Laos, type Cambodge, type Biélorussie, Chypre Nord, tu vois, des trucs un peu hardcore, c'est de la fraude et c'est pas mon message. En fait, mon message, c'est qu'il existe tellement d'options pour pouvoir réduire son imposition légalement que ça sert à rien de se mettre dans des complications, tout simplement. Après, j'entends aussi, en fait, le truc, c'est que les gens, je comprends le message qui vient, c'est que les gens, ils sont essorés d'impôts en France et ils cherchent une solution et malheureusement, et ça me fait suer de leur dire, il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a qu'une solution, c'est de partir, en fait. Si vous voulez réellement optimiser, alors bien sûr, en France, il y a des niches fiscales, il y a toujours des moyens un petit peu. Et au final, c'est de la bagarre limite. Oui. Et puis, c'est des niches fiscales qui durent peut-être pas. Donc, tu montes tout un business model sur quelque chose qui ne tiendra qui va être patché quelques mois, quelques années après. Exactement. Dans l'immobilier, il y a eu pas mal de trucs comme ça. Donc, voilà, c'est bancal. Donc, la vraie solution, le vrai truc à faire, c'est de voter avec ses pieds et d'aller dans un pays fiscalement plus intéressant. Ouais, clairement. Pour quelqu'un qui gagne bien sa vie là aujourd'hui en France et qui gagne son argent en France, mais qui a les capacités et les moyens de s'expatrier, qui a un business, on va dire, je sais pas moi, qui fait de l'e-commerce ou de l'Amazon ou peu importe. Un business en ligne. Un business digital. Okay. Immatériel et pas physique, quoi. Exactement, immatériel. Est-ce que tu le conseilles réellement de partir ou pas? Non, ça c'est très personnel. Moi, je pousse personne. Alors c'est vrai que la chaîne est sur cette thématique parce qu'il y a un public pour ça, mais je pousse personne à s'expatrier. Tu vois, il y a des gens de ma famille qui se verraient vivre nulle part ailleurs qu'en France. Ils aiment la France et c'est très bien. Et ce serait un déchirement pour eux, ils ne le vivraient pas bien. Et c'est comme pour moi tout à l'heure quand tu me disais tu vis à Panama parce que tu aimes Panama. Je me sens bien, je me verrais nulle part ailleurs. Tu vois, donc je pousse personne. Après, effectivement, si la personne est assommée d'impôts et que le pays lui ressemble plus, qu'elle se retrouve plus dans le contrat social, qu'elle trouve qu'elle en a pas pour son argent et qu'en plus elle a envie de voir ce qui se passe ailleurs, ah oui, là, il faut vraiment y aller. Et dans ces cas-là, il faut commencer à regarder des chaînes, des podcasts comme ce qu'on est en train de faire, voir un peu ce qui vous plaît en fonction de vous, parce que l'expatriation c'est extrêmement personnel. C'est quand tu m'as demandé ce que j'aime bien au Panama, j'aime bien la mer, mais si c'est une personne qui aime bien faire de la randonnée et du ski, peut-être que ça sera pas la même destination. Si c'est une famille, c'est pas pareil que si c'est un célibataire. Tu vois, il y a des problématiques qui vont être très, très différentes en fonction des personnes. J'ai une grosse communauté musulmane sur ma chaîne. Pour eux, c'est important d'aller en terre musulmane, tu vois. Donc, pour eux, le spectre déjà des options, il va être différent de quelqu'un qui est chrétien et qui veut simplement aller peu importe où dans le monde, tu vois. Donc, voilà. Ça dépend du profil de chacun. Ouais. Et pour une personne globalement qui... Là, tu veux essayer de me faire ce qu'on appelle en anglais un one size fits all, une taille unique pour tout le monde. En gros, une solution pour tout le monde, expatriation Dubaï avec un truc. Non, pas du tout. Mais une personne,
une personne de sensé qui gagne son argent grâce à ce petit bijou-là, Ouais, fantastique. qui est fantastique, quel intérêt il a de rester en France? À part si, en tout cas, on va dire S'il rationnellement, a des bons revenus. Hein. ouais, bah, rationnellement, non, parce qu'il a le pire associé du monde, la France, le fisc français, qui va te prendre la moitié ou plus de ce que tu gagnes s'il a des bons revenus, la moitié ou plus de ce que tu gagnes, qui va pas t'aider dans ton business, qui va au contraire se servir de la moitié ou plus de ce que tu gagnes pour créer des nouvelles régulations pour te rendre demain encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc concrètement, non, il n'a pas trop de raisons de rester en France. Ouais. Mais après, il y a la partie émotionnelle, il y a la partie, tu as toute ta famille, tu as grandi en France, il y a des gens pour qui c'est très important. Moi, voilà, j'étais quelqu'un qui avait soif d'aventure, de liberté, de découvrir le monde, donc ça me va très bien de m'expatrier, et c'est le cas des gens qui me regardent, mais je sais que c'est pas non plus la norme. Tu vois. Ouais, quand tu es attaché quand même à ta famille, etc. Par contre, si tu peux conseiller quelques pays qui seraient plus faciles d'accès, c'est bien de le dire. Bah, je peux dire les grandes destinations qui plaisent bien de ma communauté. De ta communauté, et qui sont peut-être, comme on en parle, des personnes qui sont quand même proches de la France. Ok, alors des choses proches de la France, bah déjà il y a le Maghreb, on n'est pas loin, on est à 3 heures. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ma communauté qui va au Maghreb. Après, encore plus proche, bah, tu as l'Italie qui a un régime fiscal assez intéressant. Tu as des gens qui vont... vraiment proche Europe, putain, ça diminue les options. Hein. C'est plutôt Estonie. Ouais, en vrai, mais c'est bidon. Tu te retrouves toujours à payer des impôts, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je veux que tu me le dises comme ça. Faut vraiment aller loin, quoi. Si tu... bah, en fait, très proche de la France, oui, tu as 17 km des côtes françaises, tu as Sark, tu as une petite île. Mais ouais, des îles anglo-normandes où là, tu as 0%. Mais bon courage parce qu'il n'y a même pas de voiture. Mais proche de la France, bah, dans la France, tu as carrément l'Andorre. Je sais que il y a pas mal de gens qui en parlent, mais c'est pas une grosse... Pour le coup, pour ma clientèle, c'est pas du tout une grosse destination parce que tout le monde a bien compris qu'il n'y a rien à faire et qu'on s'ennuie très vite. Et il faut réellement y habiter. Hein. Il faut réellement y rester en plus. Oui, réellement, oui. Donc, parce que si tu as le fils qui est derrière toi et que genre tu restes, je sais pas, tu fais ta petite résidence, ton petit appart et tout, et que finalement tu passes 90% de ton temps en France, il te requalifie. Bon, après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en vrai, quand on part de la France, qui est le pays le plus fiscalisé du monde, t'envoies une fléchette sur la map monde, peu importe où tu vas avoir une économie d'impôts, quoi. Ou quasi, à moins que tu t'y prennes mal, à moins que ton type d'activité soit plus fiscalisé ailleurs, mais c'est très rare, ou alors vraiment malchance. Mais sinon, dans l'ensemble, enfin... À 99% des chances, niveau fiscalité. Après, cadre de vie, ça dépendra de la personne. Mais ouais. Donc, tu vois, tu as Chypre aussi, tu as pas mal de pays de l'Est qui plaisent bien, la Bulgarie, Roumanie, tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont là. Après, moi, dans les destinations de la chaîne qui marchent le mieux, c'est de l'île Maurice, c'est des Émirats, c'est le Maghreb, Panama, parce que j'ai beaucoup de visibilité sur ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui aimaient bien les gens? Philippines aussi. Asie du Sud-Est, Thaïlande. Thaïlande, on en parle beaucoup. Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs la destination qui est en train de prendre les projecteurs. Tout était sur Dubaï les 3-4 dernières années. Et j'ai l'impression que là, il y a quand même un bon mouvement en Thaïlande. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et ça se passe comment, du coup, en Thaïlande pour avoir sa résidence? Est-ce que c'est plus facile qu'au Maroc, par exemple? Plus facile qu'au Maroc. Bah, moi, à l'époque, pour avoir la résidence au Maroc, il fallait avoir une société ici, prouver qu'on avait des revenus, qu'on vivait vraiment ici, etc. C'était long, c'était compliqué. Dans un podcast qu'on a fait ensemble, tu as dit que c'était un peu fluidifié, que c'était un peu plus court, mais que ça reste un peu compliqué. La Thaïlande, oui, c'est quand même plus simple. Déjà, avec le DTV là, qu'ils ont lancé. Alors, le problème, c'est que c'est un petit peu bancal comme statut parce que c'est un statut quand même de touriste longue durée. Hein. C'est pas un vrai titre de résident temporaire ou permanent. Ça reste quand même un petit peu dans le cadre du touristique. Mais bon, quelqu'un qui l'utiliserait pour y vivre concrètement pourrait devenir résident fiscal en restant en Thaïlande avec le DTV. Des recherches que j'ai pu faire jusqu'à présent. Après, c'est un visa qui est tout neuf. Hein. Ça fait que quelques mois qu'il est lancé. Mais pour $400, tu obtiens un droit de résider en Thaïlande. C'est assez fantastique et il s'obtient en moins d'un mois. Donc ça, c'est bien. Après, pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu moins bancal, ils ont leur Thai Elite Visa qui est devenu le privilège. Je sais plus, ils l'ont changé, ils l'ont renommé là, il y a un an.
qui a augmenté ses prix, qui est très cher. Et moi, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté l'expatriation, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs d'ailleurs, le DTV là, à $400, je commencerai par ça pour aller voir un peu si ça lui plaît la vie avant de commencer à investir beaucoup plus dans un titre de résident plus coûteux, quoi. Ouais. Tu penses quoi des personnes en fait qui utilisent la résidence de Dubaï pour justement, voilà, ils font leur petite pied à terre fiscale à Dubaï et ensuite, vu qu'ils ne doivent pas passer plus de 6 mois en France ou quoi, donc ils sont à Dubaï, ils restent 2-3 mois. Ensuite, ils vont faire d'autres pays, Alors, Bali, etc. Mais ils gardent leur résidence à Dubaï. Je pense que ça dépend. En fait, là, tu me poses un cas fiscal. En fait, ça dépend de là où proviennent leurs revenus, est-ce qu'ils ont encore et où sont leurs actifs, s'ils ont encore gros de leurs actifs en France, etc. Ça peut être dangereux. La France est quand même réputée pour essayer d'aller chercher. Débusquer tout le monde. Voilà, exactement. Donc c'est un peu le problème, c'est quand tu viens de France. Après, quand tu as quitté le schéma la France et qu'ensuite tu es sur ta deuxième, troisième expatriation, tu as moins ces problématiques. L'ombre de la France pèse moins sur toi, on va dire. Vrai. Mais ouais, je vois ces gens-là, ça peut être bancal en fait. Ça dépend combien de temps ils passent encore en France, ça dépend ce qu'ils ont en France, ça dépend s'ils ont une femme et des enfants en France. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent te rattacher fiscalement à la France. Et donc, s'ils passent trop peu de temps aux Émirats et qu'ils n'ont pas une vraie vie aux Émirats, c'est bancal. Et si tu me dis qu'il passe énormément de temps aussi en Asie, il pourrait aussi être qualifié en Asie d'une certaine mesure. Donc, c'est bancal. Ils finissent par être plus résidents nulle part. Ça, c'est ce qu'on appelait il y a quelques années les perpetual travelers. Donc, c'est ceux qui se disent être citoyens du monde, résidents nulle part. Le problème, c'est qu'on finit toujours, in fine, par être résident quelque part. Il faut qu'on vous mette dans une case. Malheureusement, on est encore dans un système comme ça. Et que cette case, il faut mieux la choisir plutôt qu'elle vous soit attribuée d'office. Et si c'est attribuée d'office et que c'est la France, ça peut faire mal. Donc, c'est pas quelque chose que je conseille, tout simplement. Toi, t'es plutôt du côté des personnes qui aimeraient bien que le monde soit sans frontières, entre guillemets, que tu puisses faire ce que tu veux, quoi. Oui, et même tous ces trucs, bon, je sais pas si c'était ta question vraiment, mais sans frontières, même dans le sens des visas. Moi, je serais pour que les Marocains puissent voyager partout dans le monde. Je trouve ça inadmissible, tous ces passeports-là qui sont limitants en mobilité. Je pense que les pays devraient juste être meilleurs à contrôler leurs frontières, à savoir que quand quelqu'un il reste trop longtemps, il doit repartir parce que c'était la règle, c'était 1 mois, c'était 2 mois, c'était 3 mois. Tu vois, des pays comme Singapour, Hong Kong, tu regarderas le nombre de pays qui peuvent accéder à Hong Kong ou à Singapour sans visa, c'est énorme. Ah ouais. Oui. Et il y a vraiment et plein de pays un peu tiers-monde peuvent aller à Singapour ou à Hong Kong, mais ne pourraient pas aller en France. Pourquoi ça marche là-bas ? Parce que si tu restes trop longtemps, une fois à la porte, tout simplement, les règles sont respectées. Comme le Maroc avec Dubaï, tu demandes un visa en ligne, en 24 heures, tu as ton visa, mais par contre, tu ne peux pas rester là-bas. Après, et puis pour rester là-bas, il faut avoir de l'argent, etc. Ils arrivent à contrôler leurs frontières et à faire en sorte que les gens qui viennent visiter repartent et en fait à faire savoir aux gens qui viennent visiter que s'ils ne repartent pas, ils vont se retrouver avec des problèmes, qu'ils seront blacklistés, etc. Et donc moi je suis pour un monde beaucoup plus libre de ce côté-là, du côté des visas, mais je ne sais pas si c'était vraiment le sens de ta question au départ, mais sans frontières, j'aimerais bien forcément qu'on soit plus résident fiscal nulle part, etc. Qu'on soit plus libre, oui, forcément. Donc du coup, on en revient à que tu es contre un nouvel ordre contrôlé, nouvel ordre mondial. Bah oui. oui. Tu penses quoi d'ailleurs de ce qui va se passer là dans quelques mois ? Moi franchement, j'appréhende beaucoup ce qui va se passer en octobre. Octobre, euro numérique. À l'euro numérique. Alors pour l'instant, ça va être un peu projet pilote au départ. Ça va être sûrement désastreux comme tout début de projet comme ça. Là, ils disent que les gens vont pouvoir acheter jusqu'à 3 000 € d'euros numériques. Comme si les gens allaient s'empresser d'en acheter plus. C'est ce qui m'a fait rire quand ils ont dit ça. Genre c'est un coin, quoi. Ouais, mais bon, je pense qu'ils vont donner des avantages aux gens à utiliser cet euro numérique. Oui. Ils vont sûrement commencer à verser les aides, les RSA et tout ça en euros numériques. Donc, ils vont habituer les gens à l'utiliser. Peut-être que les gens auront une sorte de cashback ou un bonus en l'utilisant, j'en sais rien. Et donc, petit à petit, les gens vont passer là-dessus. Et c'est une intrusion à la vie privée. Et c'est le début de la fin des libertés. Je pense que ça va être facile. Et c'est terrible parce que c'est une monnaie programmable. Il faut que les gens comprennent bien ce qui arrive. C'est une monnaie, en fait, où on décide un petit peu ce dans quoi vous pouvez dépenser votre argent. Potentiellement, on pourrait même mettre des dates d'expiration à l'argent. Donc, la fin
du capitalisme d'une certaine manière, du fait de pouvoir cumuler de l'argent. Bon, après, ça finira jamais parce que même s'ils faisaient ça, les gens stockeraient la valeur autrement, tout simplement. Et ça serait dramatique s'ils faisaient ça. Ça serait contre-productif. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même réussir à mettre des trucs en place qui vont bien faire suer les gens parce que les gens sont quand même assez dociles. Oui. Globalement, il y a une petite partie des gens comme toi, comme moi, qui ne vont pas se laisser faire, qui ne se laissent pas faire tout court. Et déjà, moi, je suis hors spec de tout ça. Je n'ai pas de compte en Europe, donc ça va plus vite. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, donc monnaie programmable, vous mangez trop de viande, vous vous déplacez trop. Ah, vous avez déjà pris 2 fois l'avion cette année ? Ben non, ça sera qu'en 2035 que vous pourrez reprendre l'avion. Voilà. Donc ouais, non, c'est dangereux, c'est perte de liberté, perte de vie privée tout simplement aussi. Ouais. Et ils vont avoir énormément de facilité à l'installer. Moi, je pense que quand tu vois comment ils ont, enfin, on peut pas trop en parler parce que sinon ça va striker la vidéo. Donc le monteur, tu couperas le mot. Mais comme tu vois comment ça s'est passé, que ça a été facile pour eux de mettre les gens dans une bulle et leur dire voilà, faut faire ça. Là, ils ont juste à installer un petit truc, faire un petit problème. Comme tu dis. En fait, ils vont assurer les montants qui sont en euros numériques à 100%, alors que les montants qui sont sur vos comptes bancaires sont assurés à hauteur de 100 000 euros. Oui. Donc, ils vont faire sauter une banque. Ils vont dire ah, vous voyez, tous ceux qui avaient plus de 100 000 euros, ils ont tout perdu. Par contre, ceux qui sont tout en euros numériques, ils sont safe. Ouais. Allez là-dessus. Très facile. Très facile. Oui, ça peut être une des solutions. Après, des plans machiavéliques, ils en ont dans le chapeau, ils en ont quelques-uns. Ils ont plus d'un temps dans leur sac. Ils peuvent créer un autre confinement. Enfin, il y a plein de trucs qu'ils peuvent recréer. En fait. Ils l'ont déjà testé une première fois, ça a été avec succès. Je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient pour un peu plus contrôler, quoi. Donc, on verra. De toute façon, là, en disant ce qu'on est en train de dire, on est des complotistes. Dans 6 mois, 1 an, on sera peut-être plus trop complotiste. On sera peut-être avant-gardiste ou visionnaire. Donc, du coup, toi, pour pallier à ça, pas d'euros. Non, en fait, j'ai pas de compte en Europe. J'ai quand même un compte de société en euros, ouais. Mais sinon, personnellement, j'ai pas d'euros et j'ai pas de compte personnel en euros. Non. Et je n'ai pas d'euros, ouais. Non, c'est pas une devise. J'ai très peu d'euros. C'est anecdotique. Quelques milliers d'euros. Et sinon, c'est converti en continu, ouais. Et est-ce que tu investis dans les valeurs or, pierres précieuses ? Pierres précieuses, non. Mais je sais que tu me parles de ça parce que tu as vu mes podcasts avec Charles. Charles est à fond dans les pierres précieuses. Moi, j'arrive toujours pas à avoir le truc de la pierre précieuse. Trop de faux, trop compliqué au niveau de l'expertise qu'il faut avoir. Et du coup... si c'est censé être utilisé en période de chaos, pour moi, ça sera inutile des pierres précieuses. Après, en conservation de valeur, sur des pierres très uniques, etc. Mais bon, les courbes sur le diamant, par exemple, sur les 20 dernières années, ne sont pas très bonnes. Donc, personnellement, je ne suis pas très bullish. Mais bon, après, chacun a sa thèse, tu vois. Et pourquoi pas ? L'or, un peu, mais pas dans l'excès. Pas dans l'excès, non. Crypto ? Juste Bitcoin, BTC maximaliste. Le reste, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Pour quelle raison Ça m'intéresse pas. Parce que j'ai été très investi dans les cryptos. Maintenant, c'est anecdotique. J'ai eu un moment, donc à l'autre bull run, celui d'avant, où à l'époque, j'avais quasi 2 millions de dollars en crypto. Et là, pour le coup, quand je dis en ce moment, je suis content parce que j'ai pas trop de yo-yo dans ma net worth. À ce moment-là, ma net worth était plus petite, forcément, à l'autre bull run d'avant. Et donc 2 millions de dollars, ça représentait une partie importante. Et là, tu avais des variations tous les jours de 50-100 000 dollars. Tu vois, quand tu es investi dans les altcoins, tu vois, les trucs secondaires, ça bouge quand même tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait, cette année-là, j'ai perdu énormément de focus sur mes business principaux, ce qui me rapporte réellement de l'argent. Et j'étais sur Twitter à regarder les crypto boys, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais acheter, etc. Et en fait, tu perdais ton temps à acheter des conneries. Et ça a été une des pires années en termes de stress aussi. Tu vois. Moi, j'étais investi dans je ne sais pas si tu as connu Terra Protocol, encore Protocol, Terra Luna. Terra Luna, ouais. Tu as connu. Moi, j'avais l'UST, là, j'avais plus de 400 000 dollars, 400 et quelques mille dollars en une nuit quand il a dépégué. C'était un stablecoin, en fait, mais qui était stable jusqu'à qu'il ne soit plus. J'ai perdu 200 000 dollars en une nuit, t'es en sueur. Et en plus des 200 000 dollars que j'ai perdus, j'avais aussi 130 000 dollars de Luna qui sont passés à zéro. Wow. Donc j'ai perdu 300 et quelques mille dollars comme ça. Un claquement de doigts. En 24 heures. Donc
Ah, Et si t'as ça, c'est le pire vacciné. moment, mais sinon, il y a eu aussi beaucoup de stress. Tous les matins, tu te lèves, tu regardes ton portefeuille. Ça m'intéresse pas. En Ouais, fait, c'est vrai. donc pour moi, je suis pro-crypto, mais voilà, je suis pas vraiment à regarder toutes les petites cryptos, etc. Et pour moi, le Bitcoin est un peu l'ETF des cryptos. Donc si tu veux en avoir une, tu prends ça et c'est tout. Et tu ne te poses pas trop de questions. Et je regarde même pas le prix, tu vois. Je sais le prix quand des gens me disent ah, t'as vu, il est à temps, tu vois. Je sais qu'il a fait un nouveau sommet. Je m'en fous sinon. Donc toi, tu le vois plutôt un investissement à long terme, quoi. Très long terme et comme une petite porte de sortie, encore une fois, c'est comme quand tu as de l'or, quand tu as une Patek Philippe, tu vois, c'est des petits trucs qui sont transportables, qui sont hors système. Et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment ça que j'aime. Pas de stable alors. Non, pas de confiance là-dedans. Je te dis, je me suis pris une claque à 230 000 $, un truc comme ça en une nuit, en 24 heures. Donc, incroyable. Non. Et moi, ce que j'aime avec les cryptos, par contre, c'est le fait que tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire, tu n'as pas cette problématique, tu vois, de devoir se rabaisser pour ouvrir un compte bancaire, etc. Là, c'est quand même top de pouvoir transférer de la valeur aux 4 points du globe où tu veux, sans avoir demandé quoi que ce soit à qui que ce soit et quasi en instantané. Ça, c'est fantastique. Dans la logique des choses, ça devrait être ça pour tout. Ça devrait être comme ça. Mais c'est ton argent, t'as 100 €, je sais pas. Tu fais ce que tu veux avec. Et d'ailleurs, au Panama, c'est comment un petit peu là-bas, ce que tu peux retirer ton argent assez facilement? Ouais, une des vidéos short qui a le mieux marché de moi, justement, c'est une où j'explique que j'avais dû aller retirer genre 10 000 $. C'était les premiers mois où je vivais au Panama et je partais pour voyager. Et quand je voyage, je retire toujours 5-10 000 $ pour avoir un peu de cash. Souvent, je les utilise même pas intégralement, mais c'est juste pour être tranquille si je dois payer des trucs ou si mes cartes marchent plus. Je me sens bien. Voilà. Pour moi, c'est une sécurité psychologique. Et souvent, je reviens avec plus de la moitié à la maison. Et bref, je vais retirer 10 000 $ et habitué à la France, je vais à la banque et je dis est-ce que je peux retirer 10 000 $? Est-ce que ça va pas être un problème? Ou est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous? Tu vois, je sais pas quand. Il m'a regardé, mais vous voulez retirer votre argent? Enfin, vous voulez pas faire un prêt là? C'est quoi? Bien sûr, vous pouvez disposer de votre argent comme vous voulez. Et oui, au Panama. Dans des sommes raisonnables, je pense entre jusqu'à 50 000 $, tu peux aller les retirer comme ça à ta banque. Oui, forcément, si on allait tester de retirer 500 000 ou 1 million d'un coup comme ça, là, la banque serait pris de court. Mais sur des sommes en quelques dizaines de milliers de dollars, tu peux aller à ta banque. Surtout si, moi je suis en banque privée là-bas, donc tu as retail, la banque normale, ensuite ta banque premium et puis ta banque privée. Au niveau le plus ultime, tu as des guichets privés à des étages dans la banque et ils t'attendent, t'inquiète pas, ils ont l'argent. Tout va bien. Ouais, donc en vrai, même si tu demandes ce que tu veux, c'est plus une question de est-ce qu'ils les ont en cash. Oui, c'est ça. Sinon, et le problème, ça par contre, ça m'arrive de repasser le lendemain. Je vais te donner une anecdote. C'est que les billets au Panama, souvent, ils ont des marques dessus. Je sais pas pourquoi les gens écrivent sur les billets. Ça, si quelqu'un a la réponse. En commentaire, la réponse. On nous dise pourquoi. Si c'est des signes de gang, j'en sais rien. Mais presque tous les billets, il y a du stylo billes dessus. Et bref, quand tu vas à l'étranger, surtout en Asie, et les mecs, ils auscultent les billets, les dollars comme ça. Ils veulent que les nouveaux, les nouveaux dollars, et avec la bande au milieu là, sans marque dessus, sans qu'ils soient chiffonnés. Et donc, ça m'arrive de faire des commandes de billets pour avoir que des billets neufs. D'accord, ok. Ouais. Mais sinon, oui, non, c'est de ce qu'ils ont, mais ils te posent pas de questions. Si tu as l'argent sur ton compte, il n'y a aucune raison pourquoi on ne donnerait pas ton argent. Mais ça devrait être partout pareil dans le monde. C'est plus le cas en Occident, effectivement. Plus du tout. Même tu retires 500 €. Mais je crois qu'en plus, maintenant, en France, tu peux même plus payer avec des grosses sommes en effectif. J'utilise le mot espagnol, effectivo. En cash. En espèces. En espèces. C'est dingue. C'est devenu moi, j'ai été choqué par un truc là, récemment qui m'est arrivé. Et, je voulais en parler. Je sais pas ce qui se passe. Il y a à peu près 4-5 ans, j'ai vendu un drone d'occasion sur le Bon Coin et j'ai totalement zappé, tu vois. J'étais à Dubaï, je reçois un mail de l'administration fiscale. Oui, bonjour, nous aimerions avoir discuté avec vous par rapport à un tel. Il me donne le nom de quelqu'un. Je dis putain, mais c'est quoi ce nom? Je connais même pas. Par rapport à un virement qui a été effectué sur votre compte d'une somme de 250 €. Je regarde le mail. Et si vous ne répondez pas, nous serons dans l'obligation nous aussi de faire des vérifications. En gros, limite, on vous contrôle vous aussi. Je dis, putain, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde sur Revolut, tu vois, je mets le nom du mec et je vois 250 € et tu sais, en bas la référence, je mets
il y a marqué drone. Donc je me dis, bon, bah, c'est le drone, quoi. Je screen et je leur envoie un message. Je leur dis, mais tout ça pour 250 balles. Enfin, bah voilà, les preuves, j'ai vendu un drone. Mais ça m'a choqué. Donc on t'envoie un mail pour 250 euros. Qu'est-ce qui reste? Non, mais Après, sérieux. le type était peut-être inculpé dans des trucs un peu louches et ils essaient de Non, voir tout, non? j'ai vu, il y avait marqué Non? contrôle Ouais. fiscal de société, enfin un truc pourri, quoi. 250 euros. Ouais, purée. Bah, c'est le message qu'on est en train de passer. C'est barrez-vous si vous voulez pas être fliqué comme ça. Hein. Mais moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas par rapport aux réseaux sociaux que. Parce que j'ai eu ce message, j'avais jamais rien eu. J'ai eu ce message que à partir de ce moment, je sais pas. Franchement, ça me. Ça, je sais pas te dire. Je sais pas te dire là pour le coup. Oh, bah, si vous savez, s'il y a des contrôleurs qui sont sur la chaîne, n'hésitez pas à nous dire le pourquoi du comment, on aimerait bien savoir. Parce que bon, ça tomberait si bas, quoi, pour 250 euros, de faire une demande comme ça. Bref. D'ailleurs, pour toi, quel pays t'a le plus impressionné dans son efficacité administrative pour ou ouvrir un compte en banque ou une résidence ou un passeport? Dans les plus rapides en compte en banque, c'était la Géorgie. Ça, c'était fulgurant. 30 minutes. Tu pouvais même avoir une carte directement sans ton nom. Et après, si tu voulais une carte avec ton nom, c'était 24 heures après. Donc, en compte en banque, le plus rapide, je dirais Géorgie. Après, c'est pas celui que je recommande le plus. C'est juste, tu me demandes en efficacité, en rapidité. En résidence, dans ce que j'ai pu faire, Dubaï, c'était pas mal. Hein, je crois que c'était assez rapide. Hein. Là, on est en train de voir le DTV, c'est pas mal. Après, ça dépend quand tu as les bons avocats sur place. Tu vois. Dans l'ensemble, il y a pas mal de pays en une semaine bien organisés. Tu vois, Paraguay, Panama, c'est rapide. Hein, c'est une semaine. Hein. Quand tu as le bon avocat sur place, qui a les bons contacts pour que ça aille vite dans l'administration, etc. Une semaine. Donc, je pense que en fait, le truc, c'est que peut-être les Émirats, c'est fluide. Par défaut, par le fait que ça soit digitalisé, etc. Alors que dans pas mal d'autres pays, ça dépend du contact que tu as. C'est ça la différence. Et après, tu m'as demandé pour le passeport. Je ne vais pas répondre à cette question. Mais c'est pas la Turquie. En tout cas, c'est pas la Turquie le plus fluide, bien que je suis content de mon expérience et que je suis très content d'avoir ce passeport. Mais c'est pas le plus fluide. Incroyable. Tu sais que j'ai été choqué, j'ai ouvert un compte ici au Maroc il n'y a pas très longtemps. C'était dur ici. Hein. Pour moi, c'était dur à l'époque. Ah ouais? Ah oui, mais toi, t'es marocain, ça va. Très facile. Mais même pour j'ai un ami, c'est lui qui me l'a conseillé en plus. Il est français et il a ouvert son compte ici en tant que résident à la CFG. Ouais. Ils lui ont donné sa carte, donc il a signé, etc. Il a choisi son pack et tout. Ils lui ont donné la carte sur le champ. Okay. Et ils ont une machine sur le champ pour lui faire sa carte, avec les reliefs et tout, quoi. À l'époque, c'était un peu compliqué. Déjà, il y avait une histoire de compte convertible. Alors, ça fait un moment, mais c'était les comptes convertibles. Et je ne sais pas si tu avais, en tant que résident étranger, je ne sais pas si on avait des vrais comptes locaux. Je crois que c'était juste des trucs convertibles. Ouais. Et le compte société, par contre, lui, était un pur compte marocain. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais un des premiers au Maroc à utiliser PayPal. Parce que Attijari Wafa Bank, c'était la première banque à avoir le lien avec PayPal. Et alors, c'était PayPal archaïque. Je pense que, je ne sais pas si c'est mieux aujourd'hui, mais tu avais un virement automatique du PayPal sur le compte Attijari. Tu ne pouvais pas stocker sur le PayPal, tu ne pouvais pas payer avec le PayPal. C'était un PayPal extrêmement limité, mais j'étais un des premiers à l'utiliser au Maroc. Ouais. D'accord. Et ça t'envoyait ton argent en dirham, quoi. Ou sur le compte marocain de la société, ouais, effectivement. D'ailleurs, pour toi, pourquoi c'est important d'avoir plusieurs passeports? Tout simplement la diversification, hein, c'est toujours le maître mot, comme pour dans les investissements. Je pense que pour les passeports, avoir plusieurs options, c'est mieux que d'en avoir qu'une seule, surtout quand on en a la possibilité, comme toi par exemple, et je l'ai dit dans mon podcast qu'on a fait ensemble, il y a beaucoup de Maghrébins qui nous regardent, qui ont la possibilité d'avoir les deux passeports et qui ne le font pas. Tu vois, ils gardent que le passeport, ils prennent que le passeport français. Je pense que c'est une erreur. Je pense que d'avoir plus de passeports, c'est plus d'options, plus de portes de sortie. Au cas où, par exemple, comme on en a parlé un peu plus tôt, l'État français voudrait imposer ses citoyens, peu importe où ils sont dans le monde, même si ça serait compliqué, parce que ça impliquerait bien sûr de renégocier plein de conventions fiscales, etc. Donc dans l'état actuel, c'est peu probable dans l'immédiat.
Mais on n'en sait rien avec ces monnaies, ces euros numériques. Si tout devient sur des devises digitales, que tous les États font des accords et que tout le monde peut piocher dans la poche de tout le monde comme il le veut, ça sera très facile à appliquer pour eux et ça rendra peut-être la chose plus facile. Bon, ça, c'est demain, c'est pas encore tout de suite. Mais bon, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir des portes de sortie avec des pays qui sont plus en retrait de toutes ces choses-là. Tu vois, le Panama, ils n'en sont pas à essayer de taxer les gens à l'autre bout du monde. Ils sont déjà en train de voir s'ils arrivent à collecter l'impôt localement. Donc moi, j'aime bien ces pays-là où déjà, ils ont d'autres chats à fouetter. Ouais, donc plus d'options, ça peut donner plus de mobilité. Tu vois, bon, ça dépend des profils. Moi, j'ai eu la chance de naître avec un passeport qui a une bonne mobilité de base. C'est vrai que quand tu nais au Maroc, le passeport marocain n'a pas une super mobilité, bien qu'elle a augmenté sur les 4-5 dernières années. J'ai étudié ça là dernièrement. Et vous avez pris quand même pas mal de pays que vous pouvez visiter sans visa supplémentaire. Tu disais c'est passé à peu près de 50. Je crois que c'était, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 56 et c'est passé à 80 et quelques 86. Ouais. Tu vois, ça a pris une trentaine de pays sur les 5-6 dernières années. On le mettra en fact-check. Ouais, il faut que tu regardes avec Passeport Index. Yes. Tu vois, et c'est ça que j'aime bien parce que tu peux regarder la trend d'un passeport si il gagne en mobilité ou il perd en mobilité. Et le passeport marocain a gagné. Alors, il a le pic bas du Covid que tous les passeports ont, puisque le monde s'est fermé. Mais après, on voit qu'il est sur une trend montante. Et c'est bon signe. C'est comme le passeport turc aussi, qui a pris pas mal de pays supplémentaires. Donc voilà. Donc, pour répondre à ta question, au-delà de l'impôt sur la nationalité, ça peut être aussi en termes de mobilité. Il y a plein de gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir pour premier passeport un passeport qui leur offrait beaucoup de mobilité. Et donc, d'avoir un passeport d'un pays comme, tu vois, les îles, dans les îles des Caraïbes, tu as des programmes où tu peux acheter le passeport, donc acheter en faisant une donation, Saint-Kitts, Saint-Nevis, Sainte-Lucia, Grenada, Antigua et Barbuda et Dominica. Donc c'est les 5 qui permettent de le faire actuellement dans cette zone du monde. Eh bien, directement, tu as un accès Schengen, tu as, je crois, à peu près dans les 150 pays que tu peux visiter sans passeport. Donc tu vois, un passeport marocain, d'un coup, il se prend 70 pays de plus qu'il peut visiter sans avoir à demander de visa. Et il n'y a pas de problème à arriver à la police aux frontières avec un passeport. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Parce que ça fait flipper. Hein. Ça fait flipper, ouais. Non. Et encore une fois, c'est un processus légal, tu as été naturalisé. Non, mais c'est vrai, mais bon, des fois, tu vois, tu te dis, putain, je suis pas anti-Goua, machin, je suis français, je suis marocain, comment je peux faire Bah non, mais de toute façon, on vit dans un monde maintenant qui est quand même un énorme melting pot, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça devient de plus en plus mélangé, donc c'est assez difficile à dire à quelqu'un, bah non, tu ressembles pas au passeport de... enfin, ton visage ressemble pas au pays de ton passeport, non. Donc voilà, en termes de mobilité, ça peut avoir des avantages. Après... il peut y avoir aussi d'autres raisons d'avoir des passeports supplémentaires. Après, ça peut être des raisons personnelles. Voilà. Ouais, ok. Bon, je finis par 2 questions que tu m'as posées sur ton podcast et que je vais te reposer. Okay. Si aujourd'hui la France passait à 0% d'impôts, est-ce que tu retournerais en France ? C'est ma question, ça. Oui. Écoute, non, ça ne changerait rien en fait. Pas du tout. Comme j'ai dit, j'y passe pas. Je suis pas interdit d'aller en France. Tu vois, je pourrais y aller, même y passer 2-3 mois par an. J'y vais pas par choix. Donc non, j'y retournerai pas plus. C'est pas une question de taxe. Non, c'est pas du tout une question de taxe. Ça va au-delà de ça. Bien sûr que c'est un des facteurs, ça en fait partie, mais c'est pas uniquement ça du tout. Si tu devrais rester dans un pays, genre il y a un Covid prolongé, un long Covid qui durerait 2-3 ans. Et que tu devrais rester stable dans un pays pendant 2-3 ans. J'adore le Panama, je suis bien. Après, j'ai toujours besoin un peu de m'amuser, de bouger. Et le pays sera ouvert ou tu es enfermé chez toi dans le pays ? Non, t'es pays ouvert. Mais tu dois rester dans ce pays. En ce moment, je passe beaucoup de temps en fait, entre Panama et Thaïlande. J'aime bien les deux. Ça sera un des deux. Panama, ça remplit quand même beaucoup de trucs. Je suis bien calme, je suis bien. Après Thaïlande, j'ai mes potes et tout. J'ai une vie sociale un peu plus amusante peut-être en Thaïlande. J'ai des très bons amis, par contre. J'ai des très bons amis à Panama. Mais en Thaïlande, on rigole quand même un peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un peu cette balance. C'est difficile. Entre les deux. Un des deux, ouais. Ça serait ces deux-là. Actuellement, c'est les 2 pays où je préfère passer du temps. Ouais. Après, il y a plein d'autres endroits que j'adore, où j'aimerais passer plus de temps. Je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo, j'aimerais bien vivre un jour, peut-être un an au Japon par exemple. Ça, c'est une expérience que j'aimerais bien faire. Donc il y a plein d'endroits que j'aime bien à travers le monde, mais là, en ce moment, ce que j'aime bien, où il y a des plages, où je peux faire mes activités que j'aime bien, c'est 2 endroits que j'aime bien. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire, dernière question de la fin,
qu'est-ce que tu aspires là pour les prochains mois, prochaines années, point de vue business, qu'est-ce que tu comptes faire, où tu comptes arriver? C'est la question toujours un peu difficile. Je sais pas trop quoi te répondre parce que en vrai, j'ai un peu atteint mes objectifs de ce que je voulais faire en termes de business. Donc là, pour moi, c'est de continuer à développer comme c'est, d'apporter du business à ceux qui m'entourent. En fait, ça, c'est un peu une mission de vie, entre guillemets. Donc, je pense à Billy, je pense à Loïc, je pense à Rémi, Sofiane, etc. Tous ceux qui travaillent à mes côtés sur Osei TV, que vous ne voyez pas forcément. Enfin, Billy passe sur la chaîne quand même. Mais voilà, de continuer cette grosse machine YouTube. Pareil pour Amazon, pareil pour les SaaS avec Loïc. Donc, de continuer mes business, mais je suis plus... et je sais que c'est pas le truc le plus mindset entrepreneur. Je sais qu'à chaque fois que dans les podcasts, les gens ils disent « Ah, je veux devenir milliardaire et tout ». Écoutez, j'ai accumulé une fortune que je pense être déjà confortable. Maintenant, les intérêts composés font leur travail. Hein. Chaque année, là, au moment où je fais cette vidéo, je suis à peu près à $600 000 d'intérêt sur mon capital. Ouais. Donc, sans travailler, déjà, je me lèverai pas le matin, je ferai rien, je ferai plus aucun business, je ferme tout. Je disparais, j'ai $600 000 qui tombent chaque année, 590 au dernier compte là. Donc voilà, j'ai atteint un bon niveau de ce côté-là, je suis confortable. Comme je l'ai dit, je cherche à rien posséder. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être libre. Et donc chaque possession, c'est un peu quelque chose qui te retient un peu un boulet. Donc, travailler à mon bonheur. Et en vrai, c'est ça le vrai message de fin que je voudrais donner à ta question. Et c'est ce que j'ai dit déjà dans d'autres podcasts, que j'allais travailler plus à mon bonheur, et c'est ce que j'ai fait cette année. Et j'ai été beaucoup plus heureux cette année. J'ai expérimenté des choses super, etc. J'ai un peu plus lâché prise. J'avais tendance peut-être à être un peu trop frugal dans les années d'avant. Et là, je me suis fait un peu plus plaisir depuis 1 an ou 2. Plus de voyages, de beaux endroits, etc. Donc... voilà, essayer de me faire plaisir, mais en faisant attention parce qu'au bout d'un moment, tu finis par avoir coché toutes les cases et tu retombes dans la dépression de j'ai tout fait, et ça, c'est dangereux aussi. Donc, avec parcimonie, tu vois, par moment, là, cet été, j'étais parti pour faire plein de voyages. Je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit, allez, la bougeotte, il faut que j'aille. Donc là, je vais à Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, je vais en Russie, je voulais aller à l'île Maurice, et puis je me dis, oh purée, si je vais à l'île Maurice, bah, faut aussi que j'aille à La Réunion, et puis, ah bah merde, La Réunion, bah, Afrique du Sud, tu vois, et puis Afrique du Sud, bah, Tanzanie, tu vois, et je me dis, j'ai 35 ans là, si je commence à tout faire, toutes les croix, tous les meilleurs hôtels, les meilleurs endroits, je vais être très triste. Et c'est un peu, tu vois, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu une des plus grosses dépressions de ma vie parce que j'avais atteint mes objectifs financièrement, etc. Et j'avais un peu tout, et je me dis putain, merde, c'est tout, et quoi, il faut que j'attende 65 ans de crever maintenant, j'attends la mort. Et non, et donc il faut un petit peu un mix des deux. Alors pas arrêter de travailler, je pense que ça c'est aussi un mythe. Les gens, tu sais, ils veulent faire un peu une fortune, et il y a plein de gens qui me disent pourquoi, si tu as cette fortune, tu continues à faire des vidéos YouTube. On aura toujours. Mais parce que j'aime ça quand même, créer. Et en fait, même si j'arrêtais de faire du YouTube, même si j'arrête de faire du Amazon, même si j'arrête de faire du SaaS, en fait, peu importe ce que je touche, j'ai été créé pour ça. En fait, j'ai été créé pour créer de la valeur et de l'argent. Quand tu crées de la valeur, tu as de l'argent qui en découle. Donc je gagnerai de l'argent tout le temps, en fait, peu importe la manière. Très beau message de la fin. Bah, merci à toi, Julien. Merci pour l'invitation. J'espère que ça t'a plu, J'espère que ça plaira surtout à ton audience. J'espère que ça vous plaira. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre? Je mets tous les liens de toute façon sur ta chaîne. Moi, je suis Osei TV, voilà. C'est la chaîne YouTube. Et sinon, je suis pas très présent ailleurs. C'était plus sur YouTube, ouais. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Bon, on a un Instagram, j'ai posté quelques photos dernièrement. Si vous voulez me donner de la force, allez-y. Ça me motivera peut-être à poster d'autres photos, mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas dans le truc la Patek ou les trop de photos, etc. Influenceur, c'est pas mon truc. Ça marche. Bah, n'hésitez pas, les liens en description d'Osei TV, et puis n'hésitez pas si vous voulez en apprendre plus sur l'expatriation, sur les comptes bancaires, sur les passeports, etc. Vraiment, sa chaîne, elle est incroyable. Moi, en 2020, j'ai regardé tes vidéos et vraiment, j'ai kiffé. Donc, n'hésitez pas, les amis, vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. À bientôt, les amis, pour un nouveau podcast. C'était Wissenji. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, ceux qui sont de passage. N'hésitez pas, vous êtes toujours plus de 60% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc abonnez-vous, ça nous donne de la force, ça nous permet de faire du contenu, d'inviter des personnes comme Julien à nous partager de son expérience. Donc donnez de la force, et puis
On se retrouve dans d'autres épisodes avec Hakim pour la Hakim Series et avec d'autres entrepreneurs comme Julien et des personnalités qui vont arriver aussi sur la chaîne. Donc abonnez-vous et suivez ça de près. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci pour votre fidélité. Ciao. Merci Julien.